Et bienvenue donc à cet événement virtuel dans le cadre des Journées printanières 2022 du CREMIS. Donc, comme vous le voyez sur le titre, on a réuni des experts ce matin pour discuter des politiques publiques en matière de substances psychoactives et de leurs impacts sur les populations en situation de précarité. Comment ça va fonctionner? C'est qu'on va avoir une introduction de M. Jean-Sébastien Fallu et ensuite de ça, je vais poser 4 questions aux panélistes. Un des panélistes va ouvrir la discussion et ensuite, on va avoir une discussion libre pour chacune des questions. Mais avant d'aller plus loin, donc, je me présente. Je suis la docteure Marie-Ève Goyer, je suis la directrice scientifique de l'équipe de soutien clinique et organisationnel en dépendance et en itinérance, mieux connue sous le petit nom de l'ESCODI. Alors, je vous montre à la diapo suivante un peu qu'est-ce que l'ESCODI. En fait, l'ESCODI est né de 2 projets de recherche qui visaient les personnes en situation de précarité, plus particulièrement celles dépendantes aux opioïdes, qui ont mené à des recommandations québécoises sur l'organisation des services, mais aussi à la naissance de notre équipe dans le but de soutenir et les cliniciens et les gestionnaires en dépendance et en itinérance au Québec. On a plusieurs mandats, je vous les montre en rafale, mais on va du recueil de données probantes jusqu'à la création d'outils cliniques ou de gestion, jusqu'au volet du transfert des connaissances. Pour en savoir plus, on a un site web, dépendance-itinérance.ca, où vous allez voir les différents onglets et on peut être rejoint par courriel, par texto, par cellulaire. Je vous montrerai les coordonnées à la fin. Quelques exemples de nos réalisations là, à plusieurs égards, donc des outils très, très cliniques, de l'organisation de services. On a fait beaucoup de choses en COVID, entre autres, pour adapter les services dans les refuges pour les personnes qui devaient s'isoler et qui avaient des enjeux de consommation de substances psychoactives. Et on a des événements annuels et des symposiums annuels. Nos principaux partenaires, on a la chance de travailler là avec beaucoup de personnes et d'institutions du réseau de la santé et des services sociaux. Alors voilà, pour nous rejoindre, si vous voulez en savoir plus, on peut arrêter le partage d'écran. Donc, sans plus tarder, donc, je serai votre animatrice aujourd'hui. Je vous présente les panélistes qui ont eu la gentillesse de répondre présent ce matin. Donc, Jean-Sébastien Fallu, chercheur régulier à l'Institut universitaire sur les dépendances et professeur agrégé à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. Dr Anne-Sophie Tomré-Carrière, médecin de famille au service de toxicomanie et de médecine urbaine du CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal et professeure adjointe de clinique au département de médecine de famille et de médecine d'urgence de l'Université de Montréal. Guillaume Tremblay, chargé de projet pour le projet Profane sur la naloxone à Médadam. Et le docteur David Martin-Lino, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive à la direction de santé publique du CIUS de la Montérégie Centre. Donc, juste avant de passer la parole à Jean-Sébastien, vous avez reçu déjà les questions de la journée, mais 2 aussi un glossaire pour qu'on puisse partir à peu près tous de la même terminologie. Les 4 questions qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, quels sont les impacts sociaux de santé et sur la sécurité publique qui découlent du cadre législatif actuel sur les substances psychoactives sur les personnes qui sont en situation de précarité? 1. 2. Comment est-ce que le phénomène de la guerre à la drogue, la criminalisation de l'usage des SPA et les lois provinciales et fédérales viennent-elles perpétuer des inégalités sociales? 3. Comment les politiques publiques liées à la pandémie de la COVID ont-elles exacerbé la vulnérabilité des personnes qui consomment des substances psychoactives? Et finalement, quelles sont les solutions pour réduire les méfaits liés aux politiques publiques qui visent à encadrer les substances psychoactives? On va avoir quand même une bonne période de discussion à la fin, mais je vous invite dès maintenant, si vous avez envie, utilisez le chat, mettez vos commentaires, vous pouvez vous l'approprier sans problème et on va voir là, si on est capable de faire du back and forth avec les conférenciers. Sinon, on va se garder vos questions pour la fin. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Jean-Sébastien. Merci à tout le monde d'être là. Merci beaucoup. Alors, je vais partager mon écran, puis on nous informe que
on nous informe que sur le site du CREMIS, l'activité serait indiqué que ça débute à 10h30. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui sont pas encore arrivés. Alors, je vais faire un bref état de la situation des politiques publiques en matière de substances psychoactives au Québec. Le but était de mettre tout le monde sur la même page, mais bon, il y en a qui vont devoir écouter a posteriori l'enregistrement. Alors, j'y vais sans plus tarder. Évidemment, on pourrait faire un historique de l'évolution politique et des lois en matière juridique qui pourraient être beaucoup plus étoffées. Là, ça va être vraiment un survol. Je commence par quelques définitions qui rejoignent ce qu'il y a dans le lexique qui vous a été acheminé. D'abord, voilà, pour définir ça, parce que malgré tout, parfois, on n'est pas certain de quoi on parle quand on parle de tous ces termes-là. D'abord, la prohibition, criminalisation. La prohibition, dans le fond, c'est l'approche réglementaire qui prévoit des sanctions criminelles là, entourant soit l'usage ou d'autres activités euh, autour des substances psychoactives. Puis la criminalisation, c'est en fait c'est en fait la politique et les règles qui prévoient qu'un verdict de culpabilité va entraîner un casier judiciaire ou un emprisonnement. La décriminalisation, déjudiciarisation, c'est toujours un peu compliqué à départager, notamment que ailleurs dans le monde, dans la langue anglophone, souvent on parle seulement de décriminalisation, pas de déjudiciarisation. Mais de manière générale, la décriminalisation, c'est vraiment l'abolition des sanctions criminelles. Ça dit pas ce qu'on fait ensuite. Euh, c'est des sanctions, ça peut être des sanctions administratives, une amende, des conditions à respecter qui peuvent être imposées ou pas. Je vais revenir à la nature de facto et de juré de cette décriminalisation-là. La déjudiciarisation, c'est c'est de traiter de manière alternative à la poursuite judiciaire ou à la condamnation pénale les personnes qui possèdent là, des substances illégales. C'est souvent au niveau là, des procureurs de la couronne, des procureurs là, qui vont, dans le cas de délimineurs, appliquer ces alternatives-là. On distingue aussi, c'est assez important de le dire, la décriminalisation de facto qui n'est pas inscrite, où il n'y a pas de modification dans la loi. C'est des pratiques, par exemple, de corps policiers qui décident de prioriser, de moins prioriser ce type d'infraction de possession simple, par exemple. Et ou à d'autres niveaux de l'appareil judiciaire, mais ça peut aussi venir, comme on le verra tout à l'heure, même du DPCP, là, du directeur ou de la directrice des poursuites criminelles, pénales, etc. De jurer, là, c'est vraiment inscrit dans la loi. C'est une modification à la loi qui implique donc, évidemment, de passer par le Parlement, l'Assemblée nationale, etc. Ben, dans le cas du Canada, le Parlement du Canada. Pour ce qui est de la légalisation à proprement parler, ça vient normalement avec l'abolition de sanctions criminelles. Donc, ça vient normalement avec la décriminalisation, mais c'est pas nécessairement le cas. Donc, on va souvent là, voir une abolition de possession, usage, distribution, mais encore une fois, pas nécessairement. On voit dans le cadre de la légalisation du cannabis au Canada, il y a encore une criminalisation pour certains comportements même de consommation dans les lieux publics. Voilà. C'est donc la légalisation un processus de mise en place d'un cadre réglementaire parce que, bon, quand c'est rendu légal, on parle de cannabis ou drogue légale, mais la légalisation, c'est le processus de mise en place d'un cadre réglementaire qui autorise et qui encadre plusieurs ou tous ou quelques-uns des éléments suivants, là, la production, la culture, la distribution, la vente, la possession, la consommation, l'importation et ou l'exportation de substances.
Ça peut être, par exemple, permettre l'autoproduction, ça peut être permettre la prescription ou l'approvisionnement plus sécuritaire dont on parle de plus en plus. C'est une forme quand même d'autorisation, d'encadrement légal, mais très strict. Donc, on pense par exemple à la prescription d'héroïne pharmaceutique qui est autorisée actuellement en Colombie-Britannique dans certains cadres pour les personnes qui sont aux prises avec un trouble d'usage d'opioïdes. L'approvisionnement plus sécuritaire qui est des pratiques variées, mais essentiellement qui donne accès par souvent effectivement une prescription, par un médecin, pas toujours, à des produits de remplacement qui ont des effets semblables, mais dont la qualité est connue et dont les effets sont plus connus. Différents programmes existent comme ça à travers le Canada. Évidemment, quand on parle de légalisation, on peut parler d'un marché étatique, privé ou mixte. Il y a différents modèles comme ça pour le cannabis à travers le Canada. Et évidemment, ça peut être plus ou moins strict ou libéralisé. Je poursuis avec le paradoxe de la prohibition, qui est une figure ici qui était surtout théorique, qui a été proposée par un psychiatre anglais, Marx, en 84, qui finalement proposait que la demande à gauche avait une relation curvilinéaire avec l'offre en bas, l'axe des X, qui va de la prohibition où l'offre serait assez importante jusqu'à l'accessibilité totale dans un libre marché et qui a un happy medium, comme c'est indiqué ici, pour un usage plus social. Entre, dans le fond, un gangstérisme, un marché noir ou un marché complètement libéralisé avec des potentielles intoxications épidémiques, comme il le disait à cette époque-là. Ça a été repris par d'autres, notamment par la Transformed Drug Policy Foundation en 2013, qui a nuancé un peu ça. C'est une version nouvelle qui bien que s'appuie sur la courbe théorique de Marx, quand même est appuyé de plus en plus par des évidences, disons, plus empiriques. Puis on a changé offre et demande par sur l'axe des Y, dans le fond, les méfaits sociaux et de santé, puis l'axe des X, les différentes politiques. Il y a tout un spectre, on en a parlé tout à l'heure, puis même on pourrait nuancer davantage la prohibition. Il y a de la prohibition avec peine de mort, il y a de la prohibition avec réduction des méfaits, etc. Donc, on a dans le fond, là, à gauche complètement, un marché non régulé criminel qui demeure, et à droite, non régulé, mais légal, puis dans le milieu encadré généralement par l'État. Évidemment, toutes ces politiques-là comportent des risques et c'est l'objet du panel de tantôt. Puis, il y a une nouvelle version beaucoup plus récente que je trouve personnellement très intéressante qui change un peu la courbe pour montrer que peut-être que, puis encore là, ça reste à démontrer, puis il faut voir qu'est-ce qu'on observe comme mesure, mais que dans le fond, la prohibition extrême avec mise en application féroce de la loi serait quand même pire que même un marché où il y a très peu de régulation de l'industrie à droite complètement. Encore là, ça mérite discussion. Mais donc ici, on pense qu'il y a un marché légal responsable qui serait axé sur la protection des droits de la personne et qui restreindrait le plus possible l'exploitation, qui serait là où on trouverait le moins de méfaits. Et je trouve intéressant de placer juste un peu à gauche l'encadrement légal mais punitif comme produisant davantage de méfaits jusqu'à la prohibition avec une certaine décriminalisation ou la mise en application féroce là, de la prohibition. Puis à droite, on voit là, la régulation, l'encadrement
de l'usage qui est plus ou moins laxiste, puis à l'extrême, là, c'est plus que l'usage, c'est en plus de l'usage, c'est l'industrie qui est moins encadrée. Donc, à discuter plus tard entre nous. Je voulais rapidement montrer, c'est en anglais, désolé, mais j'aime beaucoup cette représentation qui origine quand même d'il y a bientôt 20 ans de la santé publique de la Colombie-Britannique qui amalgame les motifs, la fréquence et les conséquences associées à la consommation de substances de manière épidémiologique pour situer les usages sur un continuum et non pas dans des catégories à part parce que c'est un peu artificiel et qui reconnaît que l'usage peut effectivement être problématique, constituer une dépendance au long cours, mais que la majorité sont soit non problématiques ou occasionnels, mais qu'il y a aussi un usage, des usages. Évidemment, ça dépend des substances, ça dépend des segments de la population, évidemment. C'est une généralité ici, mais qu'il y a quand même de manière souvent minoritaire aussi, des usages dits bénéfiques. Et c'est quand même relativement nouveau de reconnaître non seulement les effets thérapeutiques, mais aussi les effets potentiellement de socialisation spirituelle, voire même de plaisir. Mais je trouvais important de le montrer parce que je pense que si on n'embrasse pas cette complexité-là et cette réalité épidémiologique-là, ben nos politiques et nos interventions risquent d'être inefficaces ou mésadaptées. Autre élément aussi à soumettre avant de terminer avec le bref bilan, c'est la dangerosité des substances qui montre essentiellement qu'il n'y a pas de corrélation entre le statut légal ou pas des substances, les méfaits aux autres en rouge, les méfaits à soi en bleu. Évidemment, tout ça n'est pas indépendant de des modèles de consommation là actuels, des profils généraux, de l'accessibilité, parce qu'évidemment, quand on parle de dangerosité de ces substances-là, il y a beaucoup de nuances à apporter. Consommer une fois une substance dans sa vie n'est pas ne pose pas le même risque que d'en consommer de manière quotidienne et importante. Je passe rapidement cette figure-là qui montre là, le détail de ces méfaits-là ou de cette nocivité-là qui peut être directe, indirecte, liée à la substance, à l'individu, la dépendance, la violence, le crime, les blessures, etc., etc. Donc, et encore une fois, on voit que, par exemple, l'alcool, le tabac se situent là, dans les substances les plus risquées. Et donc, ça démontre assez clairement que la dangerosité des substances et leur statut légal, c'est très, très, très peu corrélé. Je termine avec rapidement quelques jalons de l'évolution, puis encore une fois, c'est très un survol des politiques d'encadrement des substances psychoactives au Québec et au Canada. Et donc, ça commence avec, je dirais, la guerre de l'opium et la colonisation, l'impérialisme culturel, puis particulièrement l'émeute raciale de 1907, qui a été l'étincelle pour voir apparaître la première loi de prohibition des drogues au Canada en 1908, l'Opium Act. Pendant les années 20, on est encore plus sévère. Pendant les années 40 et 50, le toxicomane est conçu comme un criminel et on voit l'apparition des drogues psychédéliques. Dans les années 60-70, il y a un mouvement contre-culturel avec notamment aussi la commission Ledin qui a failli proposer la légalisation du cannabis, mais finalement on a proposé une forme de décriminalisation avec un rapport dissident duquel était membre Marie-André Bertrand. Dans les années 80 à 2000, on a la résistance à la guerre à la drogue avec bon l'envolée de la réduction des méfaits. L'apparition de regroupements de personnes utilisatrices de drogue avec Van Doux en 97 et d'autres éventuellement. Le rapport Nolin pour favorisant la décriminalisation en 2001-2002. Le projet de loi C-17 du ministre Cochon, libéral, en 2003, qui proposait une décriminalisation, déjudiciarisation du cannabis. Ensuite, là, on a, à partir de 2005, je crois, la période de latence Harper, période
très noir pour tout ce qui est réduction des méfaits et les politiques en matière de drogue avec l'instauration de peines minimales, d'ailleurs, qui vont complètement à l'encontre des connaissances scientifiques, notamment issues des États-Unis, et la suppression même de la réduction des méfaits de la stratégie canadienne anti-drogue qui reposait sur 4 piliers, le gouvernement Harper l'a supprimé. Ensuite, défaite de Harper et apparition de la crise des surdoses. Bon, apparition, c'était peut-être déjà là un peu, mais disons qu'on pense environ autour de 2016 où ça s'aggrave. On a l'exemption pour un premier SIS qui est formalisé. On voit au Québec apparaître des programmes de non-judiciarisation, donc des mesures alternatives à la criminalisation. On oriente vers les soins de santé, etc. Et de déjudiciarisation. Etc. Et ensuite, les environnements favorables, c'est sûr que c'était déjà là, mais je voulais le mentionner. On a de plus en plus en santé publique insisté sur les environnements favorables, donc agir en amont pour éviter l'apparition d'un trouble ou une détérioration de la qualité de vie des personnes qui consomment, en se souciant notamment de pauvreté, santé mentale et autres. Ensuite, on a en mars 2018 la Ville de Vancouver qui demande la décriminalisation, la légalisation du cannabis en octobre 2018 avec ce qu'un collègue et moi avons appelé l'effet légalisation qui a entraîné une réflexion de par les arguments mis de l'avant sur la réflexion pour les autres substances. On a vu ensuite en décembre 2018 des exemptions pour des motifs religieux pour importer et consommer de l'ayahuasca. Une exemption pour des services d'analyse de substances. En 2019, l'Association canadienne des chefs de police qui a pris position pour la décriminalisation des drogues en juillet 2020. La fameuse directive de la directrice des poursuites pénales au Canada qui a demandé au procureur de cesser de poursuivre, de mettre en accusation des personnes prises en possession de petites quantités à des fins personnelles. Donc, une décriminalisation de facto, avec exception, faut-il quand même le dire, on y reviendra tantôt dans les débats pour certains contextes et en fonction des services accessibles. Ensuite, ça c'était en août 2020, tout de suite après, Horacio Arruda et Teresa Tam ont tous les deux pris position en faveur de la décriminalisation. La Ville de Montréal emboîtait le pas avec les SPVM en janvier 2021. Même Erin O'Toole, en janvier 2021, a mentionné qu'il fallait adopter une nouvelle approche avec les personnes consommatrices. C'est sûr que le diable est dans les détails. Il faut voir ce que tout ça veut dire. On en discutera. Et ensuite, le projet de loi C-22 qui est mort au feuilleton, qui est apparu en 2021 février et redéposé sous un autre numéro, C5 en décembre 2021, qui veut abolir les peines minimales obligatoires, élargir les peines avec sursis et offrir des alternatives aux accusations criminelles pour la possession. Ensuite, il y a 16 des 18 directeurs de régionaux de santé publique du Québec en juin de l'année dernière qui ont donné un appui d'une certaine façon en faveur de C-22 avec quelques réserves ou, disons, souhaits peut-être que ce serait plus précis, là, notamment d'avoir des services de réduction des méfaits, etc. Le Board of Health de Toronto a emboîté le pas en décembre 2021. On a aussi récemment vu le député du NPD qui a déposé le projet de loi C-216, Gord Johns, qui a été battu malheureusement en même temps qu'on a donné un accord à une exemption pour un projet pilote en Colombie-Britannique en mai 2022. Ça vient tout juste
d'être autorisé pour possession de petites quantités de cocaïne, méthamphétamine, ecstasy et opioïdes jusqu'à 2,5 grammes cumulatifs. C'est quand même un projet pilote, donc certains hésitent à appeler ça de la décriminalisation et on verra bien ce qu'il en est et on en discutera tantôt. J'ai sauté le programme d'accès spécial à la psilocybine pour fin de vie qui a été annoncé par Santé Canada en janvier dernier et tout récemment, et je termine avec ça, la directrice régionale de santé publique de Montréal, Mylène Drouin, a émis le souhait de copier ou de faire la même chose qu'en Colombie-Britannique, donc souhaite avoir le même type de projet pilote ici à Montréal. Alors, je m'arrête là-dessus. J'ai peut-être dépassé d'une minute ou deux. Merci de votre attention. Je te redonne la parole, Marie-Ève. Merci Jean-Sébastien. Bonjour à tout le monde qui s'est joint à nous à 10h30. Donc, oui, désolé, il y a eu confusion. Nous étions au poste à 10h, mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas manqué une grande partie. Donc, vous avez manqué la partie où on a fait une mise en contexte, là, où Jean-Sébastien nous a fait une mise en contexte et aussi où on a regardé les grands termes. Donc, pour ceux qui arrivent, je vous invite, on a mis dans le chat le lexique des grands termes qui vont être utilisés aujourd'hui et aussi une définition de l'approvisionnement plus sécuritaire. Donc, je fais un pas de recul pour vous accueillir à nouveau. Donc, bienvenue à tout le monde. On se sentait bien seul à 10h. On est content de vous voir arriver parmi nous. Je suis la docteure Marie-Ève Goyer. Je suis la directrice scientifique de l'équipe de soutien clinique et organisationnel en dépendance et en itinérance. C'est moi qui vais être votre animatrice aujourd'hui. Et j'ai donc la chance d'avoir 4 merveilleux invités qui vont être des panélistes qui vont répondre à 4 questions entourant les aspects législatifs qui encadrent les substances psychoactives au Québec et plus largement au Canada. Vous avez reçu les questions associées à l'invitation. Et donc, je prends une petite minute pour présenter à nouveau les panélistes. Donc, Jean-Sébastien Fallu, qui est chercheur régulier à l'Institut universitaire sur les dépendances et professeur agrégé à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal, qui vient tout juste de nous faire la mise en contexte. Merci, Jean-Sébastien. Docteur Anne-Sophie Tomeret-Carrière, qui est médecin de famille au service de toxicomanie et de médecine urbaine du CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal et professeure adjointe de clinique au département de médecine de famille et de médecine d'urgence de l'Université de Montréal. Merci, Anne-Sophie. Guillaume Tremblay, chargé de projet pour le projet Profane sur la naloxone à Métadame. Bienvenue, Guillaume. Et finalement, Dr. Martin Milot, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive à la direction de santé publique du CIUS de la Montérégie-Centre. J'invite tous nos participants, si vous avez envie, à réagir dans le chat. Il va y avoir une séance de questions là, officielle à la fin, mais vous pouvez faire commentaires, questions, gâtez-vous, là, le chat est pour vous. Donc, sans plus tarder, j'aimerais poser la première question à mes panélistes. Selon vous, quels sont les impacts sociaux de santé et sur la sécurité publique découlant du cadre législatif actuel sur les substances psychoactives sur les personnes qui sont en situation de précarité? Et je vais inviter peut-être Dr. Tomeret-Carrière à commencer, mais vous dire ensuite, les panélistes, sentez-vous bien libre, vous levez la main, vous intervenez. Donc, on y va de façon informelle et allez-y avec vos commentaires. Donc, je te laisse la parole, Anne-Sophie. Oui, bien merci beaucoup. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Donc, j'ai replongé dans ma mémoire, là, puis la première fois comme clinicienne que moi, j'ai eu à réfléchir sur l'impact du cadre législatif là, des substances psychoactives sur la vie de mes patients, c'était quand au Canada, on était dans le débat sur les sites d'injection supervisée. Jean-Sébastien, on a glissé un mot tout à l'heure, donc on est environ 2008-2011. Moi, je suis une jeune étudiante en médecine, puis à l'époque, le seul site d'injection supervisé là, en fonction, c'était le site Insight à Vancouver. Puis à l'époque,
l'époque, était devant les tribunaux de la Cour suprême du Canada là, parce que son existence était contestée par les conservateurs de Stephen Harper. Je vous fais l'histoire en accéléré, là, mais finalement, la Cour suprême a tranché en faveur de Insight en 2011. Les libéraux de Justin Trudeau sont arrivés au pouvoir en 2015. Puis nous, à Montréal, en juin 2017, on a eu les 3 premiers sites d'injection supervisés fixes à Montréal, puis un mobile qui est venu par la suite. Puis à l'époque, puis bien, encore aujourd'hui, pour ouvrir un site de consommation supervisée, il faut demander une exemption à la loi fédérale réglementant certaines drogues et autres substances. Puis je me souviens à l'époque qu'une grande partie de l'argumentaire en faveur de l'ouverture des SIS, c'était de parler des bénéfices que ça pourrait avoir sur la santé des consommateurs de drogue. Puis pour moi, ça m'a pris beaucoup de temps à mentaliser qu'en fait, on parlait des conséquences négatives du cadre législatif là, sur les substances psychoactives, puis qu'en fait, avec les SIS, bien, on essayait de se négocier une petite brèche, une soupape là, à ces conséquences négatives. Là. Donc, au niveau de la santé, bien, c'est assez évident que la prohibition d'une substance va modifier le contexte de consommation là, de la dite substance. Donc, moi, ce que je vois chez mes patients, c'est des gens qui consomment rapidement dans le fond d'une ruelle parce qu'ils ont peur d'être vus par la police puis qui n'ont pas le droit à un environnement propre, calme, stérile pour consommer ou pour s'injecter. C'est des gens qui vont se cacher dans une toilette publique pour consommer, qui vont utiliser de l'eau pas nécessairement stérile, du lavabo, de la cuve de la toilette, puis qui vont faire des overdoses puis qui vont décéder tout seuls là, dans ces lieux un petit peu reclus ou cachés. C'est des gens qui n'auront pas toujours accès nécessairement à du matériel de consommation propre, qui vont être plus à risque de contracter l'hépatite C ou le VIH, qui vont faire des infections des tissus mous, des abcès, des cellulites, des infections aux valves de leur cœur. C'est aussi des gens, là, ça a été documenté, qui évitent de consulter dans le système de santé parce qu'ils ont peur d'être stigmatisés ou même dénoncés par des intervenants. Donc, il va y avoir énormément de retard de consultation pour des choses là, qui auraient pu être pris en charge très précocement. Puis au-delà de la manière de consommer, ben, c'est aussi des gens qui n'auront jamais la garantie de la pureté des produits qu'ils vont consommer. Donc, avant la pandémie, là, moi, mes patients, ils avaient peur que leur smack, que leur héroïne de rue soit contaminée avec du fentanyl. Puis maintenant, c'est même plus une peur. Mes patients savent pertinemment là, qu'ils consomment du fentanyl, qu'ils sont même dépendants au fentanyl. Puis leur peur maintenant, c'est qu'en fait, ce fentanyl-là soit coupé avec des benzodiazépines. Puis ils ont peur de convulser là, par sevrage là, en arrêtant de consommer des drogues de rue. Si, par exemple, là, ils décidaient là, de commencer un traitement agoniste aux opioïdes, de la méthadone, de la Suboxone ou du Caldan, là, pour nommer quelques exemples. Puis pour moi, ben, il n'y a pas à ce jour aucun programme de drug testing ou de naloxone qui peut vraiment enrayer ce problème-là. Puis rapidement, là, puis je laisse la parole ensuite à mes copanélistes, au niveau de la sécurité publique, c'est quand même fou de se dire qu'on va créer des criminels par leur simple consommation, puis pas uniquement par la criminalisation d'actes dangereux engendrés par leur consommation. Puis avoir un casier judiciaire, c'est vraiment pas banal. Donc ensuite, il y a des conséquences sur notre capacité à accéder à un emploi, à contracter des assurances, à contracter un logement. Puis on n'est pas tous égaux là, devant cette judiciarisation-là parce qu'on sait qu'il y a du profilage puis une plus grande présence ou surveillance policière là, de certaines populations comme les communautés noires ou les personnes sans domicile fixe. Puis on sait là, que les États-Unis, dans leurs prisons, ben, les consommateurs noirs là, sont surreprésentés, là, par exemple. Fait que, voilà, je m'arrête là pour l'instant, puis je laisse la parole aux autres. Vas-y, Jean-Sébastien, puis ensuite David Martin. Ben, en fait, je voulais... Est-ce que j'ai ouvert mon micro? Oui. Je voulais juste dire que, dans le fond, je pense que la question de la stigmatisation qui a été nommée par Anne-Sophie est fondamentale. Je pense qu'il est temps qu'en santé publique, on se rende compte que la stigmatisation, c'est une cause fondamentale d'inégalité sociale et donc autant que le statut socio-économique là, qui agit par plusieurs mécanismes
qui concourent pour détruire non seulement la santé, la sécurité des personnes en situation de précarité, mais même de la société et de la planète, là, rien de moins. Je pèse mes mots. Et on le sait, la stigmatisation, c'est pas juste la question de la drogue, c'est la pauvreté, c'est la santé mentale, c'est toutes sortes de vivre dans la rue. Et tout ça, encore une fois, concourt par plusieurs mécanismes d'auto-stigmatisation structurelle qui a des conséquences absolument dramatiques. Et ça, ben, pour les personnes en situation de précarité, c'est encore pire. Évidemment, c'est pas la stigmatisation s'applique surtout à ces personnes-là. C'est même que dans certains cercles par exemple, d'avocats ou de jeunes de l'élite, la consommation de cocaïne, par exemple, peut être quasiment valorisée, là. Donc, c'est sûr que cette stigmatisation-là s'applique surtout aux personnes en situation de précarité. Puis quand on ajoute l'application des politiques qui est discriminatoire, j'y reviendrai tantôt, ben là, on a un cocktail explosif qui fait que les personnes en situation de précarité et les communautés qui sont victimes davantage de l'application des politiques sont encore plus détruites. Puis moi aussi, comme Anne-Sophie, à chaque fois que je pense à ça, de plus en plus, qu'on criminalise des personnes qui possèdent ou consomment des drogues, à quel point c'est une absurdité absolue. Et ça, ben voilà, ça nuit évidemment aux personnes en situation de précarité, ça les met davantage en précarité. Puis juste terminer sur la sécurité, il y a quand même dans un monde de prohibition des marchés et il y a une violence associée au marché, notamment pour le maintien de leur business et quand il y a des différends, on va pas devant les tribunaux, on règle ça autrement. Et d'ailleurs, c'est aussi un cercle vicieux parce que les personnes en situation de précarité sont ciblées et sont intéressées à aller chercher des fois de l'argent dans ces milieux parce qu'il y a de l'argent à faire et c'est souvent ces personnes-là d'ailleurs qui sont les plus arrêtées, mises en accusation, interceptées. Puis je peux peut-être rebondir là-dessus, Mariam. En fait, c'est ça qui est complexe, en fait, de voir. C'est une balance, en fait. Puis c'est une balance qui est à plusieurs plateaux, j'ai l'impression. C'est pas prohibition versus décriminalisation versus légalisation. C'est que c'est beaucoup plus complexe que ça. Je pense que Jean-Sébastien a bien mentionné à quel point, justement, dans un cadre général, disons, de prohibition, on peut quand même avoir de la décriminalisation de facto, certains actes qui s'apparentent à la décriminalisation ou pas. Donc, c'est de se demander un peu, est-ce que, justement, la dernière courbe que tu as montrée, Jean-Sébastien, de Juliane Boucalam, est super intéressante par rapport à ça. Est-ce que c'est préférable d'avoir un marché plus ou moins régulé, mais dans un cadre légal? On peut penser à tous les torts qu'a fait dans un marché légal là, de prescription d'opioïdes Purdue, qui a enflammé carrément là, les surdoses qu'on connaît aujourd'hui, puis est en partie responsable de tous les décès qu'on voit par rapport à ça, ou une non-régulation finalement dans un cadre plus criminel ou qui est criminalisé actuellement justement. Mais on rappelle donc la non-régulation. Un autre élément qu'on voit parfois là, par rapport aux impacts que peut entraîner le régime général, disons, de prohibition, c'est que, justement, à force d'avoir des personnes qui, comme le disait Anne-Sophie, consomment, puis font tout en cachette, vont chercher des substances en cachette, etc., ça entraîne, en fait, une exagération, une pente ascendante, disons, là, de recherche d'effets qui sont conséquents justement à l'usage de substances. Et donc, des nouvelles substances peut-être qui pourraient apparaître sur le marché. Donc, certains même vont dire que la prohibition en soi est responsable du fait qu'il y a des nouvelles substances qui apparaissent sur le marché, puis des substances qui sont de plus en plus nocives ou qui sont de plus en plus dangereuses, en fait, chez les personnes, puis qui profitent un peu, pas mal, en fait, les dealers profitent du fait que les gens sont accrochés pour essayer de toujours pousser plus loin ce risque-là, puis justement aller parfois jusqu'aux surdoses. Je vais peut-être partager rapidement, pour terminer, justement, une sorte de continuum là,
attendez, je vais faire ça ici. Vous pouvez voir, en fait, en santé publique, on a un mandat d'enquête régionale, puis bon, nationale aussi, mais sur les surdoses qui nous permet de pouvoir demander au Centre de toxicologie du Québec, dans le fond, de nous envoyer ou de nous envoyer des alertes finalement par rapport à différentes substances qui apparaissent. Puis nous autres, ben, ensuite, on fait un travail de prévention, on informe en fait les travailleurs de rue, on informe les différents acteurs là, qui peuvent donner un coup de main pour essayer de prévenir les surdoses futures, puis informer les gens sur ce qui circule en ce moment. Puis on peut voir justement que depuis 2018, vous allez me dire que la prohibition, c'est pas depuis 2018, mais avec la COVID, on en reparlera tantôt, mais ça a accéléré les choses. C'est les avis qui ont été mentionnés pour les premières apparitions de certaines substances. Fentanyl, maintenant, bon, c'est rendu commun, mais dans les faits, c'est pas si vieux que ça non plus, que le fentanyl déjà contaminait nos substances, les drogues que les gens consommaient. Mais on a pu voir justement plusieurs dérivés là, de benzodiazépines, comme le flubromazolam. Ensuite, on voit l'étizolam, on voit le flualprazolam. Donc, des benzodiazépines qui étaient parfois même vendus là, comme du Xanax, mais qui a finalement entraîné des surdoses, particulièrement chez les jeunes, ce qui nous préoccupait beaucoup. Et tous les nitazènes, donc l'isotonitazène, le protonitazène qu'on peut voir aussi à droite. Donc, c'est des nouvelles substances qui sont apparues et qui, selon certains chercheurs, en fait, justement, seraient une conséquence là, du cadre de prohibition dans lequel, si on avait une alternative dans le fond, à ce cadre-là de prohibition, peut-être que ça serait, on pourrait mieux réguler, en fait, quelles substances circulent réellement, puis comment est-ce qu'on peut réduire les méfaits là, de substances qui deviennent de plus en plus puissantes, mais aussi de plus en plus dangereuses pour les consommateurs. Merci, David. Et bon, peut-être une petite dernière intervention avant qu'on passe à la prochaine question. Guillaume, je te laisserai la parole. Merci Marie-Ève. Je voulais revenir surtout sur le fait de la stigmatisation là, qui fait en sorte que les gens sont... la stigmatisation à deux niveaux là, liée à leur situation, mais aussi à leur statut. Jean-Sébastien a fait mention là, avec les avocats. C'était une belle image des avocats là, qui valorisent la consommation de cocaïne versus une personne qui est en situation d'itinérance, on va l'appeler un pookie, là, qui n'est pas capable de se prendre en main. Là, bon. Donc, ça c'est un obstacle direct à l'intervention. C'est un obstacle aussi aux personnes de pouvoir opter pour de l'aide, d'avoir l'option de dire, ben moi, je veux de l'aide, puis je veux obtenir de l'aide. Fait qu'en fait, qu'est-ce qui arrive, là, c'est qu'il y a une exacerbation de la vulnérabilité, fait que plus précisément, la précarité se construit peu à peu avec ces politiques publiques-là un peu rétrogrades d'une certaine manière, là, qui sont très répressives, ce qui fait en sorte que des personnes qui ne seraient pas nécessairement précarisées le deviennent petit à petit. Et ça, c'est très pernicieux. En fait, ils sont pris dans une spirale descendante, une sorte de... En fait, on parle de beaucoup, là, de plus en plus, on voit un terme là, qui émerge qui est la syndémie. Là, on parle de syndémie, c'est-à-dire il y a plusieurs facteurs qui conduit à faire en sorte que les personnes se ramassent vivent une spirale descendante, que moi, ça a été mon cas, c'est vraiment ça que j'ai vécu, et qui affecte pas juste la personne elle-même, mais l'ensemble de la communauté, puis dans un premier temps, l'entourage de cette personne-là. Donc, on l'a vu aussi avec le diagramme de Jean-Sébastien, quand il y avait les méfaits associés la dangerosité de certaines substances. Bien, il y a des effets sur soi, mais il y a des méfaits sur soi, mais il y a aussi des méfaits sur autrui. Donc, souvent, on occulte cet aspect-là, puis moi, je pense que c'est important de remettre ça à l'avant-plan parce que lorsque c'est par la communauté que les personnes vont être en mesure de pouvoir retrouver un certain pouvoir d'agir. Et quand la communauté est dans le déni, dans le rejet de ces personnes-là, on est pris dans justement, dans cette sorte de syndémie, spirale descendante-là. Je ne sais pas trop comment le nommer parce que c'est un petit peu complexe comme phénomène. Mais voilà, merci. Merci. Donc, ça met vraiment bien à temps. Puis avant qu'on passe à la prochaine question, j'ai envie de vous raconter l'histoire d'un de mes patients qui est arrivé la semaine passée qui me disait justement que quelqu'un était inquiet pour lui dans l'espace public parce qu'il semblait intoxiqué et le 911 a été appelé pour une réponse à une possible surdose. Mais vous savez comme moi que quand on appelle le 911 dans certains endroits, c'est pas juste les ambulanciers qui débarquent et la police est arrivée avec tout le tralala. Mon patient s'est levé debout. Il a dit « Je ne suis pas en surdose, merci, ça va très bien. J'étais juste en train de relaxer après ma consommation. » Et la police a dit « Oui, mais tes mandats. »
Alors, à partir de maintenant, tu choisis ce que tu fais. Soit tu es en surdose et tu t'en vas à l'hôpital, ou soit tu t'en viens avec nous au poste. Ça lance tellement un message discordant aux personnes. Et là, on est pris, comme vous disiez, entre est-ce que je me protège, est-ce que je protège les autres et ma vie, ou est-ce que j'assume tous les risques qui viennent avec tous les autres enjeux, et cette personne-là est probablement mandat, effectivement, pour de la consommation simple et pas d'autres actes criminels. Et ça met donc bien la table. Vous avez quand même déjà abordé ce sujet-là pour notre deuxième question, qui est comment est-ce que le phénomène de la guerre à la drogue, la criminalisation de l'usage de substances psychoactives et les lois provinciales et fédérales viennent-elles perpétuer les inégalités sociales? Donc, Jean-Sébastien, je te laisse en fait continuer, car tu avais déjà pas mal commencé, donc vas-y. Oui, effectivement, c'est des sujets qui se rejoignent. J'ai déjà abordé plusieurs éléments, notamment par la stigmatisation. Là, on l'a dit, mais j'insiste pour dire que effectivement, la stigmatisation, comme je l'ai dit, c'est une cause fondamentale. Puis qu'est-ce qui est une cause fondamentale de la stigmatisation? Ben, c'est la prohibition ou l'interdiction. J'insiste là-dessus. On dit beaucoup qu'on peut faire de la décriminalisation de facto ou juste décriminaliser, mais tant que le comportement de consommation de substances psychoactives va être interdit, puni, ben de facto, on stigmatise les personnes. Puis en plus, quand ça repose sur un pouvoir discrétionnaire de corps policier qui donne dans le profilage, c'est vraiment pas pour moi une solution acceptable. Peut-être un premier pas, mais je vous le dis tout de suite, pour moi, c'est un problème fondamental. Tout ce qui favorise la stigmatisation, donc tout ce qui est interdit, qui punit, va maintenir cette stigmatisation-là. Puis j'en profite aussi pour dire que tant qu'on va aussi continuer à stigmatiser même les personnes qui n'ont pas de problème, ça va aussi contribuer à en créer, un peu comme disait Guillaume, précariser des gens qui sont pas dans des situations de précarité. D'autres façons, il y en a plein, là. Ben, je pense que d'abord, les coûts de la guerre à la drogue économique, ça augmente les inégalités de richesse et de santé, ne serait-ce que par la coupe dans les programmes sociaux, parce que ça coûte très, 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 très cher à l'État. Je l'ai dit tantôt aussi, l'application de la loi qui est discriminatoire au niveau de l'interpellation, de la mise en accusation, de la détermination de la peine. Donc ça aussi, ça exacerbe les inégalités sociales. Le fait d'être dans la rue, d'avoir des problèmes de santé mentale, dépendamment des milieux de vie, augmente aussi la probabilité de la consommation et d'avoir un trouble et de se faire interpeller. Donc, tout ça aussi favorise les inégalités, de les augmenter. Je l'ai dit tantôt, la guerre à la drogue détruit davantage les communautés déjà opprimées. Donc, ça aussi, ça aggrave les inégalités sociales de santé. On l'a vu pour le cannabis, c'est dans un cadre légal, mais en interdisant partout la consommation dans les lieux publics, partout, en fait, les personnes défavorisées ou vulnérables, puis même pas besoin d'être défavorisées, juste besoin de pas être propriétaire et il n'y a pas de lieu pour consommer, mais ça aussi, mais on pense surtout aux personnes en situation d'itinérance et autres qui n'ont pas de lieu pour consommer, donc on augmente les inégalités sociales. C22, en fait, la directive de la directrice des poursuites pénales qui disait au procureur de ne pas poursuivre les personnes pour la possession simple de petites quantités, sauf si c'est dans la prison, dans des contextes en présence d'enfants. Ben là, on est en train d'augmenter les inégalités sociales. Qui s'occupe plus des enfants? Les femmes. Donc, on augmente les disparités sexuelles hommes-femmes. Et dans les prisons, ben, encore une fois, on augmente. Et en plus, s'il y a des services ou des tribunaux de traitement de la toxicomanie, donc ça veut dire encore une fois que ça dépend de dans quelle région on vit et s'il y a des services. Donc, ça aussi, ça augmente les inégalités sociales. La décriminalisation ou le projet pilote de la Colombie-Britannique, puis je vais terminer avec deux derniers exemples, là, qui limite à 2,5 grammes cumulatifs
Ben, ça a été décrié par les groupes de défense des droits de la personne, les associations d'usagers, parce que qui va atteindre cette limite de 2,5 grammes? Ben, les personnes qui consomment davantage, donc qui sont plus punies, et les personnes qui habitent loin des grands centres et qui voudraient s'approvisionner pour une grande période de temps pour limiter les contacts avec les réseaux criminels. Donc, encore une fois, on augmente les inégalités, même avec une décriminalisation qui se présente avec un côté très, très lustré et vertueux. Puis en terminant, ben, il y a beaucoup de réglementations et des lois, puis on a juste à penser à la légalisation du cannabis qui exclut carrément des personnes du marché légal, des personnes qui sont issues des, du marché illégal et qui, dans plusieurs cas, sont juste des adeptes et parfois même des gens opprimés. Et donc, on les exclut, on augmente encore les inégalités sociales et on finance les oligarques, on favorise les oligarques. Merci, Jean-Sébastien. Puis ça pose aussi la question justement de comment est-ce qu'on fait les politiques publiques dans une perspective souvent du plus grand nombre et qu'on ne rend pas justice, encore une fois, au phénomène des inégalités sociales. Donc, Anne-Sophie, puis ensuite Guillaume. Oui, je trouve ça super intéressant. Je vais un peu ailleurs, mais je pense qu'il va y avoir quand même des liens. Moi, je voulais vous parler du contre-pouvoir médical, là, qui, selon moi, est un des plus gros contre-pouvoirs actuellement là, au pouvoir judiciaire. Puis ce contre-pouvoir-là crée des inégalités sociales aussi quand on l'utilise dans la guerre contre la drogue. Donc, en ce moment, notre façon de rendre légale la consommation d'une substance, ou en tout cas, moi, ma façon comme médecin, c'est de transformer une drogue en médicament de prescription par le pouvoir de prescription médicale ou de créer des soupapes, des petits oasis, comme on se parlait tantôt, là, des exemptions à la loi fédérale à travers les sites de consommation supervisés, qui sont beaucoup des projets portés par le communautaire, mais qui sont aussi une modalité là, de santé publique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on en parlait tantôt, Annie en a parlé dans le chat, là, on va faire de la prescription d'approvisionnement plus sécuritaire à nos patients. Donc, on va prescrire, pour donner un exemple, des comprimés d'Ilodid pour sortir nos patients du marché noir vicié au fentanyl, puis pouvoir leur assurer là, des substances là, dont on connaît la nature. On va créer des programmes d'injection d'Ilodid ou d'héroïne médicalement prescrit. On va prescrire même du fentanyl à certains de nos patients qui en consomment ouvertement là, dans la rue. Donc là, à ce moment-là, ce qu'on est en train de faire, c'est de dire non, on n'est plus dans du crime, non, on n'est plus dans de la drogue. On est dans une maladie. On va poser un diagnostic qui est le trouble lié à l'usage de substances. Puis à ce moment-là, on va plutôt se parler là, de traitement. Mais là où je trouve que ça crée des inégalités, c'est dur là, dans mon état de médecin d'avouer tout ça, mais c'est que tous les consommateurs ne sont pas dépendants, hein, comme Jean-Sébastien nous disait tantôt. Et puis, ce n'est pas toutes les personnes dépendantes qui veulent nécessairement là, des soins médicaux ou qui veulent nécessairement personnifier l'individu malade qui réclame des soins de santé là, dans le but de pouvoir accéder à un approvisionnement de substances psychoactives sécuritaires et non criminelles. Ça me faisait beaucoup penser à ça tantôt, Marie-Ève, ton exemple du patient. L'option qu'on lui a donnée, c'est qu'il devait incarner le patient en surdose et jouer la carte des services de santé pour échapper à la criminalisation. Donc, pour moi, en ce moment, le gros contre-pouvoir qu'on a contre la criminalisation de l'usage de substances psychoactives, ça crée des inégalités parce que c'est pas tout le monde qui est dépendant qui veut accéder à des substances sécuritaires via le pouvoir médical. C'est pas toutes les personnes dépendantes qui veulent se plier au pouvoir médical puis à tout ce que ça peut impliquer de rentrer dans un programme là, de médecine des toxicomanies. Puis pour ceux que ça intéresse, ben il y a des listes d'attente épouvantables un peu partout au Québec, puis il n'y a pas une uniformisation là, des soins en médecine des toxicomanies. Et on pourrait même dire, je me permets que ce stigma-là et ces inégalités sociales-là se sont rendues jusqu'au banc d'école des facultés de médecine où il n'y a pas un médecin ou un pharmacien qui sort d'une école sans être capable de gérer du diabète, mais ce n'est pas actuellement une compétence requise, alors qu'on est en pleine crise des surdoses, d'être capable de prescrire de la méthadone. Et ce n'est pas tous les pharmaciens au Québec, dans la communauté, qui acceptent de donner la méthadone. Donc, imaginez le jour où les pharmaciens communautaires vont refuser de traiter des patients diabétiques, le tollé que ça va faire. C'est montrer comment ces inégalités-là et ce stigma-là sont acquis et passent même sous le radar tellement qu'ils sont intrinsèques à la façon dont on fonctionne. Oui, Guillaume.
Ben oui, puis sont intrinsèques à notre société, là, je dirais même. En fait, les inégalités sociales, moi j'aimais bien cette question-là parce que dans la question, on parle de perpétuer des inégalités sociales. Moi, j'irais un peu plus loin que ça. Je dirais on en crée, là. Donc, on crée des inégalités sociales avec ces politiques-là. Donc, en fait, les gens deviennent comme dans une réalité parallèle, là. Moi, c'était mon cas, là. J'étais rendu dans une sous-société de la société, donc vraiment dans un milieu complètement à part où on était fin seul là, entre nous, s'auto-gérer d'une certaine manière. On est complètement désaffiliés, désengagés de la société parce qu'on a un bris de confiance complet avec celle-ci. En fait, on prive les gens d'un certain pouvoir d'agir, on prive aussi les gens de solutions. Il y a un mur qui se bâtit là, petit à petit. Et c'est ça, l'inégalité sociale se construit là, petit à petit. Donc, ce qui amène, comme Anne-Sophie le mentionnait tout à l'heure, là, des pratiques de consommation dangereuse, de la contamination des drogues, parce que là, on s'appuie sur le marché noir pour s'approvisionner en drogue. Donc, les gens, ça amène, ces personnes-là sont face à des problématiques très particulières, donc une exacerbation des décès, donc une augmentation des décès dans ces populations-là, des problèmes de santé plus prédominants dans ces populations-là, etc. Donc, et on en a glissé aussi un mot tout à l'heure, l'augmentation de la violence, du racisme, des préjugés. Et ça, c'est l'augmentation de la violence, des racismes et des préjugés dans la communauté elle-même, entre les personnes qui consomment, envers les autorités. Donc, ça devient très intriqué, tout ça, ce qui est très pernicieux. Là, c'est ça que je parlais tout à l'heure avec la certaine spirale descendante. Là, on est pris dans un genre de vraiment dans un phénomène là, qui nuit. En fait, on met en place des politiques pour améliorer la situation, mais en fait, on nuit à la situation. C'est vraiment, là, on est vraiment dans le paradoxe que Jean-Sébastien là, parlait dès le début, là, dans le genre voyons, dans l'hyperbole, là, on était vraiment dans les extrêmes, là. On voyait qu'il y avait comme une aggravation du phénomène, là, quand on allait avec des politiques avec beaucoup de répression. L'autre aspect, puis je vais terminer avec celle-là, c'est les fonds sont les fonds qui pourraient être. Là, je suis vraiment dans les sous, là, le côté économique là, de la chose, des sous qui pourraient être investis, qui pourraient être mis pour développer, implanter des mesures innovantes, agissant sur les déterminants de la santé, bien, ils sont comme détournés pour être investis dans de la répression qui finalement exacerbe la situation. Donc, on est vraiment pris là aussi, nouveau structurel dans une spirale descendante là, complète. David, un tout petit mot? Tout petit! Mais je mets rapidement une casquette. Je travaille aussi en développement international. Les ISS, les inégalités sociales de santé, on peut aussi les constater vraiment à un point de vue, si on prend un grand pas de recul, un point de vue mondial, parce qu'il y a des pays entiers, en fait, qui sont minés par justement ce rapport de pouvoir-là qui vient carrément d'une guerre à la drogue. On peut penser entre autres à la Colombie, notre représentation sociale, la Colombie est fortement associée à ça, alors qu'on a des tonnes et des tonnes de fermiers qui ont de la difficulté à sortir d'une situation extrêmement précaire de par le simple fait qu'on les oblige finalement à s'inscrire dans un système qui est fortement influencé par la guerre à la drogue. Les inégalités sociales de santé, donc l'espèce d'écart d'état de santé entre des groupes qui sont différents de par le fait qu'ils ont des caractéristiques sociales, économiques, disons, qui sont différentes, mais sont systématiques, évitables, puis injustes. Injustes, je pense que Jean-Sébastien a déjà parlé, c'est l'enjeu du pouvoir discrétionnaire de certaines personnes en position de pouvoir, d'imposer finalement la loi à certains et pas à d'autres. Dans le fond, l'évitable, c'est qu'on a un souci de prévention. Anne-Sophie a parlé entre autres de la limite justement de nos outils actuels dans un contexte légal de prohibition. Puis, systématique, de par le fait que, dans le fond, c'est quelque chose qui s'applique donc systématiquement, donc toujours. Puis pourquoi c'est aussi difficile de changer ça? C'est que justement, il faut changer la structure, il faut changer justement la loi, il faut changer tout ce qui est défini finalement notre approche actuelle par rapport aux substances. Puis,
ce qui est extrêmement difficile de la guerre aux drogues, c'est que ça a cristallisé certaines représentations sociales. Représentation sociale de l'usager qui doit absolument être un malade. Représentation sociale de la légalisation qui est dans la tête de plusieurs une libéralisation. On l'a vu avec le cannabis, que tout le monde va fumer du cannabis dans la rue, il va y avoir des orgies partout, tout le monde va se tuer, alors que les effets du cannabis ne sont pas du tout autour de ça. Mais si vous allez voir, en fait, qu'est-ce qui a apparu dans les films, qu'est-ce qui a apparu dans les journaux, qu'est-ce qui est ressorti de l'époque Nixon aux États-Unis, c'est beaucoup de la fausseté. Donc, c'est de l'anti-science, c'est de l'anti-fait sur les substances, puis c'est ça qui est tellement difficile à changer parce que c'est des représentations sociales qui influencent des normes. Ces mêmes normes-là qui sont défavorables ou qui sont fausses, en fait, vont ensuite avoir des effets extrêmement profonds et à long terme chez les consommateurs, particulièrement de substances. Donc, c'est autour des représentations sociales que je voyais beaucoup là, le lien entre guerre à la drogue et usagers de substances. Merci. Et puis, on descend un peu plus profondément, justement, avec des exemples concrets récents. La prochaine question vous demande comment les politiques publiques liées à la pandémie de la COVID-19 ont-elles exacerbé la vulnérabilité des personnes qui consomment des substances psychoactives? Donc, David, je ne sais pas si tu veux continuer là, à cet égard-là. Oui, je peux me lancer. Donc, comme tu disais au début, je suis médecin de santé publique. Donc, mon job à moi, c'était de gérer des éclosions dans différents milieux. Bon, au début, c'était de faire des enquêtes par rapport à la COVID, mais ensuite de gérer des éclosions, entre autres dans des milieux d'hébergement en itinérance communautaire ou encore même dans des milieux institutionnels là, en dépendance. Puis on a pu voir donc beaucoup de conséquences de ça. J'ai aussi, je suis en charge des surdoses également là, en Montérégie, puis on a pu voir vraiment l'exacerbation du nombre de surdoses, de la gravité. On a pu voir même des changements dans le type de personnes qui faisaient des surdoses. On a eu une frousse avec des jeunes qui faisaient des surdoses à des benzodiazépines contrefaits, entre autres, mais aussi des substances sont devenues de plus en plus puissantes. On a pu voir le fentanyl, le carfentanyl, les nitazènes aussi qui nous inquiètent particulièrement. Donc, pour ce qui est de la COVID, en fait, bon, on se rappelle, c'est loin que ça a fermé complètement les frontières. Donc, même par rapport à l'approvisionnement, ça a changé complètement les chaînes d'approvisionnement. Donc, ça a entraîné des personnes qui n'avaient jamais peut-être fait ça avant, on n'avait jamais percé sur le marché de la production, qui sont devenus des nouveaux producteurs, qui ont eu leur propre labo clandestin, qui ne savaient pas trop comment faire, qui ont aussi peut-être eu d'autres logiques éthiques, disons, de la production, ce qui a entraîné en soi des substances qui étaient mal contrôlées, qui étaient nouvelles, qui étaient contaminées. Il y a eu aussi des difficultés dans la distribution, donc les chaînes, pas juste de production, mais même de distribution étaient coupées. Donc, moins d'approvisionnement pour certains individus qui étaient habitués d'avoir les mêmes dealers, donc du sevrage, donc des conséquences individuelles chez les consommateurs. En soi aussi, les mesures de distanciation physique, on disait aux gens, isolez-vous chez vous, surtout si vous avez des symptômes, mais même à un moment donné, on disait tout le monde, on s'isole chez soi, point, avec les confinements. Donc, alors que quand on travaille en surdose, en prévention des surdoses, on dit aux gens, surtout, ne consomme pas tout seul parce que tu n'auras personne pour te donner l'analoxone, tu n'auras personne pour appeler les soins ou les services d'urgence si jamais tu en as besoin. Donc, ça a augmenté le risque de surdose pour certains individus qui étaient déjà touchés par tous les autres facteurs dont je viens de vous parler. Mais en plus, au niveau des services, on a eu des travailleurs de la santé qui étaient surchargés, qui étaient mobilisés pour la COVID plutôt que de travailler en dépendance. On a diminué l'accès aux cliniques. On demandait aux gens de ne pas se présenter dans des services publics de santé. Et donc, on a switché au virtuel pour plusieurs. Bon, le virtuel, on a essayé d'étudier un peu les impacts de switcher au virtuel dans des thérapies. On a pu voir qu'est-ce qui fonctionnait moins bien, mais veut pas, il y a quand même eu des enjeux d'accès à des services de dépendance par rapport à ça. Puis, idem pour le milieu communautaire, donc jumelé à une crise de l'emploi, des difficultés au niveau du personnel, plusieurs qui étaient contaminés avec la COVID aussi. Donc, l'accès aux services a été extrêmement difficile. Puis, aussi, de façon plus générale, on a vu que dans la population, dont chez les personnes qui consomment des substances aussi, il y a eu une augmentation de l'anxiété, une augmentation de la dépression, une augmentation de problèmes de santé mentale assez phénoménale. Au-delà du fait qu'on a pu mieux la mesurer aussi, cette santé mentale-là chez des individus.
Puis ce qu'on peut voir avec certaines données, entre autres des données pour des substances légales comme le cannabis, c'est que les gens qui ont augmenté leur consommation, c'est particulièrement des gens qui avaient des enjeux justement de détresse ou des enjeux d'anxiété. Donc, si on transpose ça à d'autres substances, peut-être que le simple fait de vivre dans un contexte plus incertain, un contexte de menace constante, ou que le discours même de nos décideurs était « on est à la guerre, vous devez vous protéger, tout le monde est à risque, attention, faites attention aux autres », bien, ça entraîne justement l'augmentation de l'anxiété qui, en soi, peut entraîner des comportements de consommation qui sont moins dans le contrôle des gens qui sont habitués de consommer aussi, qui sont davantage dans une réponse à l'anxiété ou à de la détresse. Donc, c'est certains de plusieurs conséquences, je pense, de la COVID qu'on a pu voir sur la consommation de substances. Merci. Puis il me semble aussi qu'on a vu apparaître beaucoup, en tout cas en itinérance, si tu n'as pas de toit au-dessus de ta tête en COVID, tu n'es plus une personne autonome qui peut faire des choix. Et voici les choix que nous allons faire pour toi. Alors que les gens qui ont la COVID, qui ont un toit sur la tête, sont libres de continuer leurs habitudes de vie, peu importe quelles soient-elles. Mais il y a encore là, dans les inégalités sociales, puis dans le différentiel d'application des politiques publiques, quelque chose qui est arrivé là, qui était quand même impressionnant. Jean-Sébastien, puis ensuite Guillaume. Oui, ben en fait, David a fait un excellent tour de piste. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, mais je voulais encore parler de stigmatisation parce que je pense que particulièrement dans les discours politiques, là, on a malheureusement, on a beaucoup utilisé la stigmatisation dans les politiques, dans la pandémie. Que ce soit les jeunes, les chanteurs de karaoké, chaque mois, c'était la personne stigmatisée du mois. Mais grosso modo, sans exagérer ou caricaturer, je pense que notre gouvernement gouverne et a gouverné pour son électorat, des gens hyper normatifs. Évidemment, en général, la famille nucléaire qui habite dans la même maison et qui, évidemment, consomme pas de drogue, puis qui est pas marginal, puis qui vit pas dans la rue, puis qui est pas ci, puis qui est pas ça, là. Juste le Québécois parfait. Et donc, tous les autres étaient, d'une certaine façon, oui, stigmatisés. Si t'as pas ce style de vie-là, ben, tu tues du monde. Par tes comportements. Donc, fait que déjà, une personne qui consomme des drogues est déjà stigmatisée d'avance. Là, en plus, pour ton comportement répréhensible, tu as des comportements répréhensibles qui tuent du monde. Je caricature un peu, mais ce genre de discours-là, pas du tout inclusif, a vraiment contribué, je pense, à exacerber la vulnérabilité des personnes qui utilisent des drogues. Puis, on a clairement précarisé les groupes précarisés déjà, comme le disait David, par la santé mentale, par d'autres mécanismes. Mais donc, ça aussi, là, ça a vraiment affecté les personnes les plus vulnérables. Merci Guillaume. Est-ce que tu voulais compléter? Oui, je voulais juste parler, ben oui, comme David Martin a fait vraiment un bon tour de piste de la question, mais je voulais juste plus aller plus précisément sur le fait qu'il y a eu vraiment une baisse des services là, pour les personnes qui font usage de substances, puis même plus qu'une baisse de services, il y a eu des bris de services. Moi, ça a été mon cas. Hein. J'étais toujours en suivi à $Cormier. Là, j'étais comme en processus de voie de sortie pour aller vers un autre service après coup, tu sais, puis en référence. Moi, ça a pris fin là, abruptement, pif, paf, pouf, du jour au lendemain. Mon intervenante, elle a été délestée, là, c'était le terme à la mode. Là. On déleste les personnes, on délaisse aussi les intervenants pour qu'ils aillent prêter main forte à la COVID. On comprend, mais on reste que par après, il n'y a pas eu une récupération de ces services-là. Moi, j'ai tenté d'obtenir des services outre part, je n'ai rien trouvé. Donc, je suis comme laissé à moi-même. C'est juste pour illustrer le fait qu'on est plusieurs dans cette situation-là, qu'abruptement, tout à coup, on n'avait plus accès à des services. Abruptement, tout à coup, on n'avait plus accès à nos réseaux soutenants. Réseau de personnes entre consommateurs. Moi, pendant un bon laps de temps, mon réseau soutenant, c'était les autres personnes avec qui je consommais. Si j'ai plus accès à ces personnes-là, ma survie en dépend de ces personnes-là. Mon soutien, mon aide vient de là.
tout à coup, j'ai plus accès à ces personnes-là. J'ai plus accès à mes organismes avec lesquels je suis en lien depuis plusieurs années, puis ça a été long à bâtir certaines. Le lien de confiance, les liens de confiance sont longs à bâtir, mais se détruisent très rapidement. Puis quand il y a un bris de service de cette nature-là, là, abruptement, mais encore une fois, un bris de confiance en système entre les autorités, etc. Puis on le voit, nous, dans notre façon de pouvoir de déployer le programme Profane durant la pandémie. C'était très compliqué. Il a fallu demander des demandes d'exemption aux directions de santé publique pour pouvoir former les intervenants puis les personnes faisant usage de drogue à prévenir les surdoses et à utiliser de l'analoxone. Il a fallu argumenter la pertinence de notre action. Et au-delà de démontrer la pertinence de notre action, après coup, c'est de mobiliser les personnes sur le terrain. C'était très difficile parce que les gens étaient complètement désaffiliés, désorganisés. Donc, ça a eu un effet assez considérable pour aggraver la vulnérabilité des personnes, mais aussi la vulnérabilité des structures et des organisations. Oui, puis rappelons-nous à quel point de base le réseau de la santé puis des services sociaux est organisé en fonction, justement, on pourrait dire, pour reprendre les propos de Jean-Sébastien, de l'électorat, ou en tout cas du moins du Québécois qui a accès à Internet, un téléphone, capable de prendre un rendez-vous, une carte d'assurance maladie. Et donc, toutes les mesures supplémentaires qui ont été mises en COVID, du moins au début, passaient par ces structures-là. Il fallait avoir un téléphone, il fallait être capable d'attendre 3 heures, il fallait aller dans un rendez-vous dans tel endroit à l'autre bout de la ville pour se faire dépister 3 jours plus tard. Et tout le phénomène, effectivement, de la peur initiale, on se rappelle à quel point au début, on ne savait pas dans quoi on se lançait, puis que la peur était tellement présente qui a fait en sorte que des personnes qui n'avaient plus de toit, on s'est permis effectivement un niveau de coercition dans ce qu'on a imposé à certaines personnes qui n'est pas du tout la même chose qu'ont vécu monsieur, madame, tout le monde, là, en guillemets. Est-ce que, Anne-Sophie, tu voulais réagir? Vraiment rapidement, là, parce que tout a été dit et très bien dit, mais ce que Guillaume disait aussi, ça me faisait penser au fait qu'on a beaucoup parlé des listes d'attente qui s'allongeaient pendant la pandémie en chirurgie ou pour les patients cancéreux, mais on n'a jamais parlé des coupures de services là, en médecine des toxicomanies qui peuvent être tout aussi morbides puis mortelles. Puis David décrivait vraiment bien la modification là, des approvisionnements de drogue sur le marché noir durant la pandémie. Puis moi, ce que j'ai vu, c'est beaucoup de patients qui ont pris des risques qu'ils n'auraient pas pris avant, qui acceptaient parce qu'ils n'avaient pas le choix de consommer des substances en lesquelles ils ne faisaient pas confiance. Puis on a vu des transferts de dépendance, des gens qui n'avaient jamais consommé de stimulants, puis tout d'un coup, là, il y avait plein de cristalmètres sur le marché noir à l'été 2020. Puis ça a été assez morbide, là, des gens qui ont fait des psychoses toxiques, des longues hospitalisations. Fait qu'il y a eu quand même beaucoup d'impact. Puis on parle aussi des mesures de distanciation sociale, mais aussi, il faut se rappeler le couvre-feu, là, qui a vraiment été implanté de façon comme super hâtive et cavalière, selon moi. Puis bon, après ça, il y a eu des modifications puis des amendements pour rendre ça un peu plus humain, là. Mais il y a beaucoup aussi d'organismes communautaires là, qui opéraient pour des consommateurs de drogue dans des heures où justement on devait tous être en couvre-feu. Puis il y a comme une absurdité à un couvre-feu quand on n'a pas de maison, là, comme tu disais tantôt, Marie-Ève. Je veux juste ajouter que le couvre-feu a été modifié, mais c'est grâce à la Cour supérieure. C'est pas le gouvernement. Il faut le redire. Merci. Donc, ça nous amène déjà à notre dernière question. Vous avez nommé quand même beaucoup de limitations liées au contexte législatif actuel. Donc, la question qui nous brûle les lèvres, c'est quelles sont les solutions pour réduire les méfaits liés aux politiques publiques qui visent et qui encadrent actuellement les substances psychoactives? Je commencerai par toi, Guillaume. Oui, merci, Marie-Ève. Des mesures, il y en existe. Il y en existe beaucoup. Il y en existe dans plusieurs endroits. On peut s'inspirer de plusieurs modèles qui fonctionnent. Moi, je vais plus aller dans les grands principes parce que il y a des choses quand même qui sont faites qui me semblent un peu incongrues parfois ou parfois incongrues ou incomplètes d'une certaine manière. Donc, premièrement, je dirais, c'est 5 éléments. Donc, premièrement,
le fait de sectorialiser les services dans un phénomène tel que l'usage de drogue, c'est contre-productif. Il faut prendre en compte de façon véritable et intégrée le vécu des personnes, donc le besoin des personnes. On tente à le faire de plus en plus, mais il reste qu'il y a des choses à se faire, il y a des choses à améliorer, notamment par rapport au continuum des services, notamment avoir une vue d'ensemble plus holistique. On pourrait s'inspirer des modèles autochtones là, qui ont vraiment ce modèle de soins-là très holistique. La liaison entre les secteurs, si on est dans la sectorialisation, ben, des aides navigateurs ou des agents de liaison, je ne sais pas quoi, qui nous aident à naviguer là-dedans, mais pas de remettre l'odieux sur la personne qui a besoin de services, puis qui est déjà désorganisée, puis qui a besoin d'aide. Donc, ça, c'est un premier point. Dans un deuxième point, je parlerai de la sensibilisation et de l'information qui est cruciale. Là, on parle de l'éducation carrément. Et auprès des personnes qui font usage de substances, mais auprès des intervenants, auprès des autorités, si on l'oublie souvent, auprès des décideurs, c'est important, c'est une condition sine qua non à pouvoir avoir des politiques publiques efficaces, c'est que les décideurs doivent comprendre c'est quoi qu'ils doivent décider finalement. Et auprès de la population générale, donc explication de ce qu'est l'usage de substances, puis sur toutes ses facettes, parce qu'on l'a vu, là, c'est un spectre assez large. Donc, attention aussi à l'écueil du faire plus au détriment du faire mieux. Donc, on est beaucoup dans les indicateurs de performance dans le réseau de la santé et services sociaux. Donc, on évalue nos programmes, on évalue nos mesures de façon un peu inadéquate par moment. Donc, l'importance de l'évaluation est cruciale aussi, puis c'est sur quel indicateur on se base pour le faire. Parce que quand on fait plus, bon, on déshumanise le soin ou le service, on a un certain détachement par rapport à l'autre, puis on peut même aller jusqu'à bâcler l'accueil qui est le premier, c'est le socle sur lequel l'intervention va pouvoir vraiment bien s'opérer. Quatrièmement, c'est le financement par appel de projet, donc la pérennité des programmes. C'est assez basique, mais on est là-dedans constamment à se battre puis à toujours défendre la pertinence de nos actions auprès de nos bailleurs de fonds. Donc, il faut qu'il y ait un certain assouplissement aussi dans la manière de rendre des comptes puis dans la manière qu'on va rendre, d'identifier l'efficacité d'un tel programme ou d'un autre. Donc, les politiques publiques doivent pouvoir s'assouplir dans certains contextes, puis sans perdre leur raison d'être, là, mais il faut qu'il y ait une certaine souplesse dans tout ça. Et finalement, j'irais dans les mesures alternatives. Là. Il y a beaucoup de mesures alternatives dans plein de pays, dans plein de provinces du Canada, même au Québec, sur lesquelles on peut s'appuyer. Il faut penser aux personnes qui font usage de substances eux-mêmes, de pouvoir être déterminés de leur devenir. L'entourage est un incontournable selon moi. Sans l'entourage, moi je ne serais pas ici aujourd'hui à vous parler, sans mon entourage. Donc, soutien à l'innovation, de nouvelles pratiques, élargir nos champs d'intervention, tenter de faire autrement, s'inspirant de modèles qui ont déjà montré leurs preuves. Mais oser, il faut oser, hein? Il faut dépasser un peu là, d'être toujours un peu de briser en fait notre plafond de verre là, pour aller vers ailleurs. Puis c'est un peu ça qu'on disait là, l'ensemble des intervenants depuis le début. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume. Très inspirant. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Il y a David Martin, ensuite Jean-Sébastien. Tu es sur mute. Oui. Excuse-moi, pardon. Oui, Guillaume a mentionné beaucoup des éléments. Je pense que, en effet, on peut penser aux individus au centre, donc favoriser l'empowerment, comme Guillaume le mentionnait, de ces personnes-là, donc de les faire passer pas d'une personne stigmatisée avec tous les termes qui peuvent être associés à un malade, comme le disait Anne-Sophie, mais plutôt à une personne avec sa dignité et ses droits, mais aussi d'essayer de rendre les environnements de ces personnes-là peut-être plus sécuritaires. Et on parlait justement de l'environnement social des gens qui est extrêmement important.
Appuyer le milieu communautaire de façon générale, je pense, le milieu communautaire est vraiment là, pallie carrément les manques de notre système public de santé sans une reconnaissance qui est, selon moi, adéquate. Puis c'est une reconnaissance, oui, il y a de l'argent qui est donné dans les organismes communautaires, mais on parle d'argent avec une récurrence, sans les redditions de comptes à n'en plus finir, qui obéissent à une logique top-down administrative incroyablement complexe, etc. Donc, bref, travailler beaucoup mieux peut-être et reconnaître le rôle des organismes communautaires. Mais donc, il y a plusieurs solutions mitoyennes qui sont possibles, mais je pense quand même que pour avoir des impacts plus importants, il faut penser à l'encadrement comme une politique favorable à la santé. Qu'est-ce que c'est une politique favorable à la santé? Une politique publique favorable à la santé, en fait, c'est une politique qu'on établit en tenant compte des déterminants de la santé, dont les déterminants sociaux, autant dans sa conception que dans son application puis son suivi par la suite. Puis comment est-ce qu'on tient compte réellement des déterminants de la santé, mais c'est en impliquant les personnes qui sont principalement affectées. Donc, de penser à un cadre législatif, entre autres, mais à d'autres mesures structurantes avec les principaux intéressés puis les principales intéressées. Puis qu'est-ce que ça nécessiterait? Bien, ça nécessiterait un débat qui est informé sur... Puis je l'ai fait avec plusieurs étudiants récemment. J'aurais dit, bien, comment est-ce qu'on légalise la cocaïne? Puis là, ils me regardaient avec des grands yeux, mais dans les faits, si on déconstruisait ce qu'on disait tantôt, là, les restes de la guerre à la drogue, toutes les représentations sociales qu'on se fait, puis qu'on explique, qu'on comprend réellement comment est-ce qu'on peut réguler les substances d'une autre façon, qui est beaucoup moins stigmatisante puis qui diminue les impacts chez les personnes, bien, c'est possible. Puis on commence à le percevoir comme une possibilité, comme une opportunité, puis éventuellement peut-être comme quelque chose pour lequel on voudrait s'engager pour un changement. Donc, c'est vraiment de travailler sur la structure de tout ça. Puis en 15 secondes, je te partage mon écran sur un truc que je voulais vous présenter. On parle souvent d'améliorer les iniquités en travaillant sur l'égalité ou sur l'équité. On voit ici que le système qui est représenté par l'arbre et les opportunités qui sont représentées par les pommes demeure inégal. Il faut vraiment travailler sur le système en soi pour avoir vraiment un bénéfice pour tous. Donc, pour moi, de travailler sur le système implique de travailler sur les politiques, puis les politiques sont, entre autres, l'encadrement des substances psychoactives. Merci. Jean-Sébastien, tu voulais réagir? Oui, en effet. Comment on peut réduire les méfaits liés aux politiques? Il y a tout un programme, il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, je pense qu'il faut reconnaître la réalité. J'en parlais tantôt, l'épidémiologie de la consommation de substances. La consommation de substances est un phénomène, une réalité qui fait partie de l'expérience humaine, comme le jeu, comme le sexe. Puis tant qu'on ne reconnaîtra pas ça, on va être complètement mauvais puis on va créer des méfaits. C'est une réalité humaine avec laquelle il faut composer. Et même animale, mais j'ai pas le temps d'en parler. Il faut absolument que la réduction des méfaits soit le guide général de toute politique publique et de la santé publique en général. Ça s'applique à toutes. C'est une philosophie générale qui dit essentiellement ça, que l'usage des drogues existe, c'est là pour rester, il faut faire avec, l'usage n'est pas un problème en soi, faut autonomiser les personnes et les communautés, etc., etc. Je vois pas comment on peut être contre ça et pas partir de là. Ça veut pas dire que c'est incompatible avec d'autres sortes d'actions, d'interventions, mais ça devrait être la philosophie qui guide toute action, toute politique. Ramener la promotion de la santé, pas en tant qu'habitude de vie, là, c'est pas ça. C'est la dynamique d'influence et d'autonomisation et de prise en charge individuelle et collective réelle qui est nécessaire à tout développement social à tout développement d'une société. Ça prend des meilleures politiques. Puis des meilleures politiques, c'est quoi? Ben, c'est des politiques informées par les connaissances, par la science. C'est des politiques qui devraient être, a priori, au départ, être axées sur la justice et les droits, qui devraient être déstigmatisantes, qui est un déterminant majeur de la santé, je le répète.
Et pour ça, ben, je l'ai dit tantôt, je le répète, des politiques doivent être non punitives, soutenantes avec des services de toutes sortes, incluant de réduction des méfaits. Et on n'en sortira pas si on ne met pas en place aussi des politiques anti-pauvreté et qui combattent les inégalités sociales, qui favorisent, ça nous ramène aux environnements favorables, mais plus que ça, reconnaître les discriminations systémiques et lutter contre ça. Et oui, ça passe par remettre en question des pratiques néolibérales, individualistes et individualisantes qui causent de la pauvreté et des méfaits en elles-mêmes et qui causent dans notre société une société addictogène qui favorise l'usage et la dépendance. Il faut le reconnaître, c'est pas pour rien que des avocats consomment, j'ai pas dit lait, j'ai dit de la cocaïne. Évidemment, ça se fait pas en criant ciseaux. Je pense qu'il faut, comme le dit Guillaume, impliquer et écouter les personnes utilisatrices, les groupes communautaires. Je suis fasciné de voir comment à chaque fois qu'un groupe communautaire ou des usagers de substances proposent des politiques, des actions, des interventions, c'est toujours un non. Parfois, c'est même de la criminalisation. Mais dans tous les cas, à peu près, là, je vois pas d'exemple, de contre-exemple, on finit par l'adopter. Mais ça prend 25 ans. Faudrait commencer à écouter comme il faut les gens sur le terrain, changer les représentations, à commencer par arrêter de présenter les personnes utilisatrices de drogue comme des malades. C'est une minorité de personnes, on le dit, on le répète, on n'aura jamais fini. Il faut pas juste déstigmatiser la dépendance, il faut déstigmatiser l'usage de substances et reconnaître, comme pour l'alcool on le fait, que la majorité des personnes qui consomment sont non seulement non criminelles, mais ni malades. Et je dirais, en terminant, revoir le système électoral parce qu'on a des majorités élues par une minorité qui mettent des lois vraiment et des règles qui sont complètement inappropriées, idéologiques, contre-productives, nuisibles en place avec l'aval de la population en disant qu'ils ont des mandats forts. Voilà. Ouf! Merci pour ce laïus. Il nous reste quelques minutes. Je ne sais pas, Sophie, est-ce que tu oses? Vraiment rapidement. Je trouve ça super intéressant aussi ce que Jean-Sébastien a amené sur la société addictogène. Là, je pense qu'il faut vraiment qu'on se regarde en face et qu'il n'y ait pas nous versus eux. Puis moi, ce que je voudrais également, c'est qu'on se parle de solutions, pas uniquement dans des moments de crise, pas uniquement dans la pandémie, pas uniquement quand les gens meurent de surdose, que ce soit aussi au goût du jour puis dans nos discussions de société, juste parce qu'on veut le bien-être de chacun puis déstigmatiser les plus vulnérables. Puis pas juste, ça vaut la peine tout d'un coup de faire un nouveau projet de loi parce que les gens meurent trop puis ça regarde pas bien. Fait que ce soit intégré à tous les débats préélectoral, puis que ce soit vraiment un sujet central de nos sociétés. Puis pour finir, je trouverais ça vraiment intéressant aussi qu'on explore des projets de santé publique, d'approvisionnement sécuritaire qui ne sont pas portés par des médecins qui ont l'obligation de poser des diagnostics, puis qui sont vraiment dans une visée curative ou de soignants, puis qu'on puisse dégager aussi des options là, pour des gens qui n'ont pas nécessairement l'étiquette de la dépendance ou le diagnostic. Je peux ajouter quelque chose en terminant, une perspective. On parle beaucoup d'équité, diversité, inclusion, tant mieux. Mais je pense qu'il faut inclure non seulement tout ce qu'on parle quand on parle d'équité, diversité, inclusion, mais aussi les personnes utilisatrices de drogue, qui sont déshumanisées et exclues de notre société, mais pourtant qui ont le droit d'exister comme personnes. Ils n'ont pas le droit de consommer, effectivement, c'est pour ça qu'il faut changer les lois. Mais voilà. Ben, merci beaucoup à tous les panélistes. C'était, ma foi, fort intéressant et comme vous voyez, on aurait pu en parler encore des heures et des heures. Ça met fin à la portion des questions plus structurées, mais il nous reste facilement 20 minutes là, si les gens ont envie de poser des questions et de discuter. On est en mode webinaire, fait que c'est toujours un petit peu plus difficile là, de prendre vos questions verbales. Donc, je vous invite, pour ceux qui ont envie, à utiliser le chat ou le questions et réponses qui est à droite de votre écran. Peut-être que j'ai envie de commencer par certains commentaires là, qui ont été dits pendant vos présentations, si vous avez envie de réagir puis de prendre la balle au bon.
2 commentaires. Le premier en réaction aussi quand on parlait un peu plus du volet médical. Barbara qui nous dit « Les inégalités viennent aussi et surtout du peu de médecins qui veulent utiliser ce contre-pouvoir ». Quand tu discutais, Anne-Sophie, premier commentaire. Et deuxième commentaire de Virginie Lacoste. Il y a un grand écart entre la criminalisation d'un côté de certaines SPA et la légalisation de certaines SPA d'un autre côté. Qui devrait décider quelle SPA nous devons consommer? Cela met aussi un frein à la demande d'aide. Cet écart, selon moi, renforce la stigmatisation de certains consommateurs et les inégalités, en plus de lancer un message incohérent à la population. Je pense qu'on pourrait faire un pas de plus pour éviter cet écart. Pourquoi y a-t-il un frein au Québec pour la décriminalisation? C'est quoi les arguments politiques? Est-ce que vous avez envie de réagir à ça? Oui, Jean-Sébastien. Bien, j'ai des réponses à quelques-unes des questions. J'ai d'ailleurs tenté une réponse à la question sur les arguments politiques dans le chat. Mais je voulais juste dire que c'est vrai qu'il y a peut-être une frilosité du corps médical ou de certains médecins d'utiliser le contre-pouvoir. Je comprends aussi pourquoi. Il y a quand même un ordre. C'est délicat, là. Dans certains cas, mais je veux quand même nommer que dans certains cas, c'est comme aussi l'utilisation de ce contre-pouvoir qui est problématique quand c'est fait d'une façon paternaliste, corporatiste, qui est pas nécessairement en phase avec la justice sociale comme perspective. Je voulais juste dire ça. Donc, ça dépend comment c'est utilisé aussi ce pouvoir-là. Peut-être aussi ajouter à quel point ce contre-pouvoir-là, même s'il est utilisé dans une perspective de justice sociale, est limité pour toutes les raisons que Anne-Sophie disait tout à l'heure. Très petit nombre de médecins, très peu d'accès, très peu de personnes qui ont envie de se taper les 12 travaux d'Astérix que ça demande pour avoir un médecin, pour avoir l'étiquette de patient. Et effectivement, ça revient à tout à l'heure ce que vous nommiez de « veut-on vraiment définir la consommation de substances comme une maladie? » Et même la dépendance, n'est-ce pas réducteur? Après, parenthèse médicale ici pour dire que, puis Anne-Sophie, je serais curieuse de t'entendre là-dessus, au niveau des facultés de médecine et des médecins actuels, c'est quand même le premier pas qu'on a été obligé de faire pour faire une étape pour sortir de la stigmatisation, de nommer ça maladie chronique, parce que ça s'inscrit dans un schéma cognitif médical qui fait du sens. C'est grossièrement réducteur, c'est ne pas voir le big picture, mais ça fonctionne pour sortir du bon et du mauvais patient, de l'être humain qui vaut la peine d'avoir des soins versus l'être humain qui n'en vaut pas la peine. Et là, on est dans quelque chose qu'on connaît, hein, la maladie chronique, on sait comment. Et ce n'est pas quelque chose d'aigu, qu'une fois que tu as traité ça, c'est réglé. Merci, bonsoir. Donc, des fois, stratégiquement, ce modèle-là fonctionne. Mais je m'arrête là-dessus. Donc, il y avait, je pense, David Martin, puis ensuite Anne-Sophie. Oui, mais pour continuer là-dessus, peut-être je dirais à Anne-Sophie, vas-y. Moi, je reviendrai sur les arguments politiques contre la décriminalisation ensuite, si ça va. Ben oui, vraiment rapidement, tout à fait d'accord avec toi, Marie-Ève. Des fois, pour humaniser les consommateurs de drogue, on a besoin là, justement d'utiliser l'argument de la souffrance, de la maladie, parce que souvent, on est dans un discours de volonté, hein, qui veut peu. Donc, ils ont juste à s'organiser puis à arrêter de la consommer, la maudite substance. Donc, c'est souvent un discours qu'on a pour aider la société, là, ou les étudiants en médecine là, à humaniser ces personnes-là. Je pense que pour certaines personnes, il y a vraiment une peur de souffrance, puis de maladie, puis de détresse, mais je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on peut aussi engendrer après comme inégalité en ayant ce discours-là, puis voir là, après qu'est-ce que ça génère chez nos étudiants en médecine, puis ça peut générer des contre-transferts positifs là, où on veut toutes les sauver, puis on est très paternaliste ensuite, là, comme je pense que c'est Jean-Sébastien qui nommait ça, ou Guillaume, là, je me souviens plus. Fait que c'est comme une supra-réflexion sur tout ça. Puis je pense que la plupart des médecins et des étudiants là, sont cognitivement capables de pousser la réflexion jusque-là. Puis c'est là où ça devient vraiment intéressant.
Avant qu'on aille dans les politiques, David, je veux juste continuer dans ce sujet-là. Moi, je suis pas spécialiste de la question des ITSS, OK? Mais je pose en fait une question, puis peut-être une piste de solution, mais il me semble que dans le milieu médical, puis des soins infirmiers, on l'a fait le chemin avec les personnes qui prennent des risques incroyablement élevés avec la sexualité dans des saunas, du bareback, pas de mise de condom, puis des partenaires multiples, puis de la prise de risque, puis sauf exception, là, je sais que ça existe encore, ben on a accepté ce risque-là, on a accepté la déstigmatisation de ça, on a accepté de faire des tests ITSS aux 3 mois, on a accepté de faire de la prophylaxie. Y a-t-il moyen de s'inspirer de ça, ne serait-ce que par analogie, pour sensibiliser le corps médical? Parce que pour moi, c'est du pareil au même. Là. Je pourrais faire l'analogie sexe-drogue, là, elle est pas parfaite, mais pas loin. Mais en fait, l'analogie est bonne, mais elle est quand même incomplète dans le sens où c'est pas vrai de dire que dans le réseau de la santé actuellement, c'est quelque chose de vu de façon neutre, accessible. La prophylaxie post-exposition sexuelle est encore très, très peu accessible, si bien même que ça crée des enjeux pour les cliniques qui ont fait le choix d'offrir ces traitements-là qui se trouvent défavorisés de le faire. Fait qu'on, bon, c'est mieux, on est d'accord. Puis, juste pour ajouter aussi, souvent quand on parle avec les étudiants en médecine ou appelons-les les intervenants du réseau de la santé, plus c'est quelque chose qui me ressemble et qui pourrait m'arriver, plus c'est quelque chose que je vais me sentir légitime de traiter. Bon, je ne vous fais pas de surprise. Nous avons quelqu'un du nom de Richard Cloutier qui commentait justement dans le chat et qui nous disait « Le passage maladie chronique / dépendance comme argument a malheureusement plus de chances de réussir au niveau de l'adoption de politiques auprès des décideurs, la population et la sécurité publique. » Donc, ça revient même tout à l'heure à ce que tu disais, Jean-Sébastien, de la consommation, oui, c'est une réalité humaine, ça va demander un changement culturel et cognitif, mais la vraie question, c'est comment on fait ça. Peut-être qu'il y a des stratégies même étapistes où on est obligé d'aller dans des semi-arguments de com qui font en sorte que peut-être qu'on y arrive plus facilement, tranquillement, un pas à la fois. Mais vas-y, David Martin, je te laisse la parole. C'est là toute la complexité, puis en fait, pour moi, l'intérêt aussi d'essayer d'avoir une approche de plaidoyer, une approche d'influence stratégique qui est réfléchie. Comme le disait Anne-Sophie, il y a des avantages. On le sait, les médecins ont un certain pouvoir politique, donc peuvent driver une sorte de changement, mais avec justement le danger de médicaliser ou de pathologiser l'usage de substances, jusqu'où est-ce qu'on peut utiliser cet argument-là ou ce levier-là pour essayer de faire changer d'idée des décideurs pour ensuite aller vers une approche qui est beaucoup plus axée sur la personne. Mais bref, c'est tous les détails de ce qu'on fait peut-être dans le quotidien, là, du moins nous quatre, mais plusieurs autres personnes, je pense, qui sont là aujourd'hui dans le plaidoyer pour des alternatives à la prohibition. Mais pour ce qui est des arguments, en fait, par rapport à la décriminalisation, premièrement, peut-être en revenant là, sur la lettre qui a été mentionnée ou la position qui a été mentionnée par Jean-Sébastien au tout début dans la mise en bouche sur notre débat, qui est une position des directeurs régionaux de santé publique, qui demandait justement qui reconnaissait dans le projet de loi C-22 à l'époque une décriminalisation de facto, donc bref, dans les pratiques, donc ça l'améliorait ou ça augmentait les chances qu'on ait recours à ça, mais qui disait que ça serait probablement mieux d'aller plus loin encore, d'avoir une décriminalisation de jurés. Désolé, ma boîte courriel n'arrête pas de sonner, je ne sais pas si vous l'entendez. Tout ça pour dire que ce qu'on nous a répondu, en fait, avec cette lettre-là, c'est qu'on a besoin d'un débat social. C'était ça l'argument principal du gouvernement. Ce qui est intéressant, mais qui, dans les faits, il faut donner les bases de ce débat social-là. Il faudrait au moins le créer, il faudrait au moins le pousser, ce qui n'est pas du tout le cas, mais il faudrait aussi et surtout probablement l'informer adéquatement. Puis, pour faire le lien avec ce que je disais tantôt des représentations sociales, il faut sortir là, de notre... Il faut enlever nos œillères là, de voici ce qu'est la consommation de substances, puis comment est-ce qu'on pourrait la conceptualiser d'une autre manière. Ça prendrait ça au moins pour un débat social. Mais aussi, j'ai fait un fellowship en Europe sur
les représentations sociales, des modèles de régulation. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à une alternative à la prohibition, sachant qu'on a des tonnes d'arguments qui montrent justement les méfaits, les conséquences néfastes de la prohibition. Je suis vraiment désolé pour les courriels. Puis dans le fond, ce qui ressortait beaucoup, c'était une perception de la décriminalisation comme étant un possible frein à une légalisation. Certains disaient, mais la solution, puis là, c'est dans une logique très de on a un problème que sont les surdoses, comment est-ce qu'on peut sortir de ce problème-là? Le problème des surdoses, de la crise de surdose, c'est pas principalement lié à l'usager, mais c'est lié à la substance qui est contaminée. Si on veut améliorer la qualité des substances, il faut légaliser. Donc, certains disaient que peut-être une décriminalisation, ça pourrait être un frein, ça pourrait être une sorte de ralentissement vers une solution plus radicale, mais aussi plus porteuse que serait une régulation par la légalisation. Puis aussi, un autre argument par rapport ou un contre-argument à la décriminalisation, c'était mais qu'est-ce qui reste une fois qu'on a décriminalisé? Est-ce qu'on décriminalise complètement? Est-ce qu'on veut aller avec un modèle comme celui du Portugal ou que finalement, on a encore une logique un peu là, prohibitive ou punitive de on ne te criminalise pas, mais tu vas absolument aller dans ce comité-là où on va te donner accès à des services parce que tu es malade. Donc, c'est de voir un peu c'est quoi réellement le modèle qu'on veut. Il faut réfléchir à ça avant de dire ben on veut absolument avoir une décriminalisation parce qu'on s'en va dans un terrain glissant où il y a des décideurs qui ne sont pas connaissants de tous les arguments qui sont derrière une décriminalisation bien réalisée. Pourrait prendre des décisions qui pourraient causer plus de tort que de dommages. Finalement, l'autre argument qui ressortait souvent, c'était la banalisation de l'usage. Si on n'interdit plus l'usage, ben, est-ce qu'on est en train de l'encourager? Ce n'est pas du tout mon argument à moi, c'est un argument qu'on entend souvent justement des décideurs. Donc, c'est des éléments qu'on entend souvent là, par rapport à la décriminalisation. C'est super intéressant. Puis tu nommais tout à l'heure l'histoire du débat social qui fait du sens en théorie, mais on revient encore aux inégalités sociales. Le débat social qui fait partie de ce débat social-là, qui est considéré, qui a une voix dans ce débat social-là, ça c'est aussi une autre histoire. Vas-y, Guillaume. Ben, en fait, je veux juste renchérir sur ce que David Martin amène. C'était un peu ça l'essence de mon propos tout à l'heure quand je disais qu'il y avait une sensibilisation, une information à faire auprès d'une panoplie d'acteurs. Donc, ce n'est pas juste de la sensibilisation. Souvent, on pense sensibilisation, information en termes de prévention, mais là, j'irais plus loin, là, c'est sensibilisation, information de l'usage de substances. C'est quoi ça, l'usage de substances sous toutes ses formes, sous toutes ses facettes? C'est quoi quand est-ce qu'on dit qu'une personne a une chronicité d'usage versus ça devient problématique ou pas? Est-ce que c'est la perspective de la personne? Est-ce que c'est la perspective du corps médical? Est-ce que c'est la perspective des autorités? Est-ce que c'est la perspective de la moralité? Parce qu'il y a la représentation sociale, c'est aussi la moralité dans tout ça. Puis on le voit dans certains milieux, c'est même dans le milieu des personnes faisant usage de substances, on se stigmatise parce que c'est tellement ancré au fil des années, au fil des générations, qu'on vient à s'auto-stigmatiser d'une certaine manière. Donc, ça devient fort complexe. Donc, je partage l'avis je ne sais pas si ton avis, David Martin, mais peu importe, je partage l'argument que tu as amené de dire, ben, attention, avant de décriminaliser, déjudiciariser, pouvons-nous avoir un certain débat de réflexion à savoir qu'est-ce qu'on veut, quel choix on veut faire? Parce que oui, au Portugal, bon, il y a un modèle, il n'est pas parfait, il y a des pour et des contre, il y a différents modèles là, qui se développent un peu partout sur la planète, mais avec des pour et des contre, c'est lequel qu'on veut, c'est quel choix qu'on veut pour nous, chez nous. On voit aussi par exemple, je vais juste finir avec ça, avec illustrer qu'est-ce que moi j'ai vécu dans le milieu. Parce que moi, je suis criminalisé, là. J'ai un dossier criminel très, très, très épais maintenant, à cause du fait que j'étais pris dans cette spirale descendante-là. Donc, je dois composer avec ça maintenant. Mais à l'époque, j'ai dû faire le choix de prendre, en fait, de déclarer coupable sur des accusations que je n'avais pas faites.
des choses que je n'avais pas fait. Je n'avais jamais fait ça. J'ai pris le choix de le faire pour me sortir de là parce que j'étais trop pris dans ce cycle-là. Et on voit ça avec les tribunaux actuellement là, pour amener les personnes à se guérir là, d'une certaine dépendance ou d'usage de substances. Tu t'en vas en thérapie, mais tu n'as pas le droit de consommer. Si tu rechutes, paf, on te donne un autre. Moi, c'est ça qui est arrivé. J'ai rechuté, on m'a mis d'autres charges. Donc, je me suis ramassé. Finalement, c'est devenu qui était vraiment pernicieux comme système. Donc, il y a des choses à réfléchir là, par rapport à tout ça, là, parce que ça peut, il peut y avoir des débâcles assez rapides. Là. Voilà. Vous ne trouvez pas qu'en termes de stratégie de changement de l'opinion publique au niveau grand public, vous ne trouvez pas que la brèche serait au niveau de l'alcool? C'est-à-dire qu'il y a vraiment une substance psychoactive qui est le miroir des autres, où le stigma est quand tu n'en consommes pas et où on est capable un peu de déconstruire les arguments que la population générale va donner en montrant l'effet miroir avec l'alcool. Alors que, je regarde Anne-Sophie, nos lits d'hôpital en dépendance sont remplis presque exclusivement de gens qui consomment de l'alcool. Donc, mais oui, c'est pas tout le monde qui consomme de l'alcool qui se retrouve dans nos lits. Oui, l'alcool a plusieurs fonctions, récréatif, on peut en prendre toute notre vie sans avoir de problème, etc., etc. Mais en tout cas, il y avait Jean-Sébastien puis Anne-Sophie. Ben, je voulais juste dire que oui, puis moi, pour ma part, je le fais le plus souvent possible. Je pense que c'est pas la seule stratégie. Il y a toutes des questions, mais c'est tout intriqué, là, pour utiliser le terme de Guillaume, de représentation sociale puis tout ça, parce que des fois, oui, il y a les faits, là, mais il y a aussi l'émotif là, qui est nécessaire, là. Puis ça, disons qu'en tant que scientifique, c'est pas mon pain puis mon beurre. Mais oui, il faut dire et redire. Et là, je pense que le contre-pouvoir médical a un rôle majeur à jouer parce que ce qu'on entend surtout du corps médical, c'est que le cannabis, à cause des psychoses, je sais que c'est pas tout le monde, mais on entend surtout ça. Même les associations ont un discours très anti-drogue qu'on n'entend pas pour l'alcool. Puis c'est pas pour non plus faire l'inverse puis devenir anti-alcool, mais c'est pour dire que effectivement l'alcool est une drogue largement consommée qui cause toutes sortes de problèmes de santé mentale, physique, sociale, etc., etc. Et il faut le dire, le redire, puis montrer à la population qu'effectivement on veut pas nécessairement en arriver à une glorification là, puis des drogues comme l'alcool, mais juste effectivement souligner ces incohérences-là, puis expliquer qu'il n'y a pas grande différence entre quelqu'un qui se saoule à l'alcool versus qui consomme du cannabis, puis juste l'âge d'accès au cannabis est complètement anti et contradictoire. S'il y a un âge qui devrait être plus jeune d'accès, ce serait plutôt le cannabis. Puis évidemment, tout en nuançant que c'est de manière populationnelle et générale, parce que pour une personne en particulier, évidemment que une substance peut être plus dangereuse qu'une autre, c'est compliqué. Mais au niveau populationnel et général, il faut le dire, le redire, le répéter. Oui, non, mais je trouve l'exemple de l'alcool super intéressant. Puis, je pense que c'est Virginie Lacoste tantôt dans le chat qui demandait qu'est-ce qui va faire qu'une substance est légale ou pas. Puis si on décide que notre scope de réflexion, c'est les méfaits ou la dangerosité envers soi ou envers les autres, bien, le graphique de Jean-Sébastien au tout début montrait que les méfaits envers autrui ou envers soi-même de l'alcool étaient plus grands que l'héroïne. Là, c'était pas la première substance là, dans le graphique, fait que c'est quand même assez fascinant. Puis c'est là qu'on voit que dans le fond, c'est socialement acceptable. Il y a même un certain prestige là, d'avoir sa bonne petite bouteille de SAQ, je sais pas trop quoi. Puis même on a des cartes de points à la SAQ pour pouvoir plus facilement acheter l'alcool qu'on aime, puis qui est prestigieux. Puis il y a aussi beaucoup de marketing autour de l'alcool, beaucoup de grandes compagnies québécoises qui vendent de l'alcool. Fait que ce serait vraiment difficile de faire marche arrière, mais c'est ça, c'est de se demander pourquoi on l'accepte pour cette substance-là, puis pas pour une autre.
Est-ce qu'il y avait des derniers commentaires avant qu'on mette fin? Donc, il y a un commentaire de Richard Cloutier qui disait « Il faudrait que nous ayons davantage l'échange d'aujourd'hui sur la place publique, susciter le débat au Québec. » Donc, si je comprends bien, on s'invite tout le monde, à tout le monde en parle pour la prochaine saison. C'est ça la recommandation de Richard. Vas-y, Jean-Sébastien. Ben, en fait, ouais, ben, tout le monde en parle. En tout cas, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il y a aussi des gens qui ont des représentations puis qui veulent pas que certains discours passent. Je vais arrêter là. Mais j'allais dire que on parlait de l'alcool. Moi, je me souviens très bien d'un député libéral qui vient de voter contre C-216. Et qui m'a dit, quand je lui disais l'alcool, tu sais, c'est la même chose, c'est risqué, il m'a dit « On m'enlèvera pas mon verre de vin au dîner ». Fait que c'est quand même la réalité avec laquelle on doit composer. Mais c'est tellement un bon exemple pour montrer que c'est un construit culturel. Ce n'est que ça, puisque ce que tu dis, Anne-Sophie, qui est un de nos bons arguments, c'est de dire, mais comment est-ce qu'on prend nos décisions sur un construit culturel ou historique ou sur des méfaits, des risques et des problématiques associées? Si c'est le cas, on n'a pas pris les bonnes substances. Oui, David Martin? Bien, souvent, les gens me demandent qu'est-ce que je peux faire avec ça, en sachant que justement, on a parlé de déterminants structuraux, on a parlé de grands débats, etc. Puis, on a parlé de représentation sociale. Je disais à quel point, justement, c'était difficile de remédier à ça parce que c'est de l'anti-science, de l'anti-fait, de l'anti... tout ce qu'on a de la pomme dessus, finalement. Mais une des façons que moi, je le fais, puis que souvent, c'est ce que je propose justement à mes étudiants, c'est d'essayer... On sait que les représentations sociales sont grandement influencées par les discours. Donc, de pouvoir au moins commencer par avoir un discours qui est plus respectueux, qui est déstigmatisant, comme disait Jean-Sébastien aussi. Entre autres, par rapport à l'alcool, tu sais, maintenant, j'hésite jamais à dire aux gens, ben, si tu n'es pas prêt à considérer l'alcool comme une drogue, ben, n'utilise pas le mot drogue ou parle de substances psychoactives. Parle pas de drogué, parle d'une personne consommatrice. Donc, simplement, de par le fait de comment est-ce qu'on mentionne les choses, ou on peut parler d'alcool et autres drogues. Bref, ça change quand même la donne, puis ça fait au moins réfléchir les gens. Puis des fois, même si les gens ne vont pas nécessairement dire tout de suite « Ah, ben pourquoi tu dis ça comme ça? » Ils vont y réfléchir, ils vont peut-être faire leur propre recherche, puis ensuite adopter un langage qui est plus respectueux pour les gens, mais qui est peut-être aussi davantage informé par rapport au rôle social puis représentation sociale des substances dans notre société. Peut-être un dernier petit commentaire, Guillaume, puis ensuite, Jean-Sébastien, il nous reste quelques minutes à peine. C'est très rapide, c'était juste pour faire écho à ce qui vient d'être dit par rapport au fait que moi, je ne consomme plus aucune drogue, dont l'alcool. Hein? Puis il faut que je le mentionne comme ça, dont l'alcool. Et parfois, je ne le nomme pas comme ça et les gens me disent, ben, il m'offre quand même un verre de vin. Je dis, ben non, je viens de te dire que je ne consomme pas. Et donc, il me dit, ah non, même pas l'alcool. Ben, surtout pas l'alcool. surtout pas ça. Tu veux pas, je consomme d'alcool. Fait que c'est vraiment tellement ancré dans les mœurs. Là, j'arrive de France, c'était très compliqué à expliquer aux gens que je consommais pas d'alcool. Ouais. En France, on m'a déjà dit que l'alcool, c'est pas une drogue, c'est un aliment, oui. C'est pas une blague. Je voulais juste rebondir sur ce que dit David. Effectivement, les discours, il y a plusieurs façons de changer la situation, puis dans le fond, de déstigmatiser. Puis une de ces façons-là, c'est de changer les représentations sociales, et c'est pour ça, puis là, je vais le dire encore, ça fait bientôt 3 ans et demi, là, ça fait 4 ans que je me présente comme personne utilisatrice de drogue. Mais moi, je suis privilégié de plusieurs façons, notamment en étant prof d'université. Je pourrais certainement pas faire ça si j'étais un politicien ou un policier. Mais je veux quand même faire un Carl Hart de moi puis inviter le monde à, oui, si vous êtes capable de faire ça, parce que c'est pas tout le monde qui est en mesure de le faire, mais à un moment donné, ça va prendre du monde pour dire « Oui, moi, je consomme des substances psychoactives dans ma vie. » Puis pour changer les représentations, c'est un autre axe d'action. Ben, merci. Quel beau mot de la fin. Donc, on part avec toutes ces suggestions-là. Et ben, merci à nos panélistes. Ça a été super intéressant, enrichissant. Comme vous voyez, on en a pour des heures et des heures.
en espérant pouvoir avoir ce débat-là dans l'espace public, comme le suggérait Richard. On a été enregistré, donc la vidéo va être disponible sur notre site Internet. Vous avez nos coordonnées dans le chat. Si vous avez des questions, des suggestions, ça va nous faire plaisir d'essayer d'y répondre. Donc, encore une fois, merci à tout le monde et bon après-midi. Merci d'avoir été là.